Aujourd'hui, je suis avec Camille et on va commencer à faire une série. Quand je dis qu'on va faire une série, on va pas faire de la fiction, mais on va faire une série sur un livre qui est vraiment, vraiment très chouette et dont j'avais très envie de parler. Je voyais pas comment. La meilleure façon, c'est avec les autoristes. On va parler d'Écrire à l'encre violette. Camille, je suis vraiment super contente que tu viennes parce qu'alors, bon, je vais quand même le dire, Écrire à l'encre violette, alors je le contextualise toujours sur la chaîne, c'est un livre que je cite dans l'essai et en plus je crois que je cite surtout tes chapitres. Ah bah écoute. On se connaît depuis longtemps, on se connaît pas très bien, mais je crois qu'on s'aime bien, en tout cas on est contente de se voir. Tu es chercheuse, tu as fait une thèse sur René Vivien et en plus tu as de bonnes nouvelles en ce moment, enfin là je te présente de façon un peu grossière. Mais je vais te laisser revenir dans le détail. Et en plus, on le dit vite fait, et j'espère que tu vas revenir pour en parler. Tu es en plus romancière. Je vais conseiller déjà à tout le monde et à moi-même d'aller lire Un chat à trois pattes que tu viens de publier, enfin il y a quelques mois chez Grasset, mais qui a bonne presse quand même, hein, et qui a l'air d'être vraiment très bien. Et donc, moi, il me tarde de me bouger un peu le cul pour y aller. Et de te faire revenir pour ça. Mais c'est un autre sujet, on va rester sur Camille chercheuse. Aujourd'hui. Tu as fait une thèse sur René Vivien dont j'ai oublié le titre. C'est René Vivien, une poétique sous influence, point d'interrogation. Ah, ça c'est vraiment génial parce que c'est ce que tu fais en postdoc. Ouais. Et peut-être ton nouveau poste à la rentrée, je sais pas si tu veux le dire ou pas. Bah oui. Je suis tellement contente pour toi que je suis là. Allez, on partage les bonnes nouvelles, c'est l'été, c'est super. Ah oui, faut pas se priver de ce genre de nouvelles. Mais oui, nouveau poste à l'École normale supérieure de Lyon en tant que professeur junior sur études littéraires de genre. Donc c'est génial et je suis ravie. Et puis ça va être l'occasion de poursuivre mes travaux à la fois sur René Vivien puis sur toute cette génération de la Belle Époque sur laquelle il y a encore beaucoup à dire. Et avec un axe qui est vraiment intéressant qu'on voit dès le titre de ta thèse. Alors j'ai pas lu ta thèse, mais qui est dans ton postdoc et qui est encore aussi dans ton projet. Alors je l'avais expliqué, on présente des projets pédagogiques. Toi tu as un poste un peu particulier et de recherche. Quand on postule un poste de maître de conf par exemple, et juste un projet de recherche si on est sur un truc de recherche pure, sans enseignement, ou que d'enseignement s'il n'y a pas de recherche. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Non, mais j'avais fait une vidéo, tu sais, sur les dossiers oui. Et les trucs invisibles de l'ESR, et c'est bon, pour le recontextualiser. Et toi, tu travailles pas sous influence, mais sur les influences et les réceptions, les intertextualités. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Ou là, je te prends vraiment au dépourvu ? Oh bah non, en fait j'ai travaillé sur ce sujet-là pour ma thèse, beaucoup, partant de l'observation que les autrices de la Belle Époque, mais en fait les autrices en général, sont beaucoup analysées à l'aune des influences masculines. Et au 19e, tout particulièrement, ça devient vraiment une compromission qu'on fait, parce qu'on commence à être obligé d'accepter l'existence des femmes en littérature et en poésie. Donc ça devient souvent... Et pourtant, elles existent. Elles sont là, elles s'écrivent. Mon Dieu. Du coup, on utilise beaucoup le répertoire de l'influence pour justifier leur présence à l'aune de l'écriture masculine, toujours, pour en revenir à une lecture du féminin qui soit acceptable, à savoir celui plutôt de l'imitation, en l'occurrence de l'influence même, qui à l'époque est vue plutôt comme une imitation inconsciente, et ça joue beaucoup d'ailleurs dans la définition de l'influence à l'époque. Donc j'ai travaillé sur René Vivien pour ça, pour réexaminer en fait la notion d'influence à l'aune des questions de genre. Et maintenant je travaille et sur René Vivien et sur 7 autres poètes femmes contemporaines pour travailler donc sur comment elles s'arrangent avec cette histoire d'influence, comment elles créent une intertextualité qui dit autre chose et comment est-ce qu'on peut au contraire réanalyser leurs œuvres non plus comme une influence subie, mais comme comment elles jouent avec le déjà-là de la littérature et comment ça se passe, comment ça se produit, en gros. Donc l'idée, c'est vraiment de réexaminer la notion d'influence, parce que c'est une notion qui est un peu décriée dans les études littéraires, mais dont on se débarrasse pas. Et ces notions-là qui sont décriées, mais dont on se débarrasse pas, on a tendance du coup à les laisser dans un champ entièrement masculin. Donc moi, j'aime bien aller les récupérer. À la fois influence, mais aussi la notion de génération, qui elle aussi est un peu décriée, très chargée... mais qui du coup est assez peu interrogée à l'aune des questions de genre. Donc moi ça m'intéresse Quand tu veux dire décrier, chargé, c'est-à-dire que c'est un côté Lagarde et Michard en fait Il y a un peu de ça, l'influence on l'a beaucoup justement remplacée par la notion d'intertextualité, parce qu'on a beaucoup critiqué l'influence comme une quête de source. Alors l'intertextualité, je vais le faire vraiment super rapide, dans le sens étroit, c'est le fait que quand on parle, on utilise des mots qui existent déjà. Ça je le disais dans la vidéo d'hier sur Roland Barthes en citant Kristeva. Et ça chez des abonnés fidèles. L'intertextualité, il y a un sens qui est beaucoup plus large, qui est aussi celui de Kristeva, mais notamment de Roland Barthes, les grands théoriciens, théoriciennes.
du fait que, par exemple, le genre littéraire, c'est une réponse à des textes qui sont déjà là. Alors là, je commence à être plus flottante. Tu sens la digestion qui arrive pour moi. Mais que tout comme on parle une langue qui est déjà là, on va écrire parce qu'on a déjà lu avant. Ouais. Pour le dire plus simplement. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a une idée de circulation entre les textes moins verticale a priori que dans l'influence, bien qu'en fait les théoriciens de l'influence passent leur temps à expliquer eux-mêmes qu'il ne s'agit pas d'une quête de source et il ne s'agit pas d'aller rechercher dans une espèce de hiérarchie verticale les textes qui auraient inspiré d'autres textes. Donc en fait, le flottement influence d'intertextualité est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Mais voilà, il a été beaucoup remplacé par ce modèle de l'intertextualité parce qu'il a été beaucoup ramené à cette histoire de quête de source. Et en fait, il revient tout le temps. Cette notion d'influence revient tout le temps. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et donc, c'est intéressant de se dire, puisqu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, autant s'y intéresser aussi avec ces lunettes-là du genre, notamment aussi parce que c'est une notion qui est très liée au 19e siècle, puisque c'est là qu'elle émerge vraiment dans sa notion, dans son acception moderne, quoi. Et finalement, avec la façon dont tu abordes l'influence, c'est aussi une façon d'aborder une influence qui ne soit pas passive, mais active et consciente. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pour ça que ça se recroise vraiment avec la notion d'intertextualité. En fait, ce qu'on apprend au 19e, notamment avec les travaux récents de Jérémy Naïm, c'est que influence-imitation n'était pas très distinguée au 19e siècle. Et moi, je pars du principe, parce que je l'ai analysé dans pas mal de textes et de réception critique, que finalement, cette séparation influence et imitation, elle n'est pas totalement étrangère à l'entrée des femmes en littérature. Et que c'est un moment où il faut un mot pour dire c'est de l'imitation, mais c'est de l'imitation involontaire, c'est de l'imitation qui n'est pas active. Parce que fin de siècle, c'est quand même, on est beaucoup dans le pastiche, beaucoup dans l'imitation volontaire. Et là, on essaye de dire autre chose, et on voit que le terme d'influence revient beaucoup plus souvent. Et aussi pour décrire les influencés et non pas les influenceurs. Avant, on parle plutôt... Alors oui, oui ça sonne bizarre, mais c'est important. Le mot est chargé aussi maintenant. Mais quand on parlait d'influence, on parlait de l'influence d'Hugo sur la littérature, de l'influence de Baudelaire sur la littérature. On parlait beaucoup moins de qui reçoit. Alors que quand on parle des femmes, on se rend compte qu'on parle beaucoup plus nettement des influences reçues et non pas des influences procurées derrière. Et que elles, leur horizon d'influenceuse, il est bloqué derrière, il n'existe pas. Il peut exister éventuellement pour un public féminin, mais en tout cas, il n'influe pas sur le cercle général de la littérature. Ou quand il influe, on ne dit pas. Voilà. Enfin, tu vois, Ah oui, bien sûr, c'est tout. Non, mais je pense au vers impair, alors, je vais te dire des conneries, mais ça, tu vas le reprendre. Mais pour moi, le cliché de ça, c'est le vers impair de Marcellin Desbordes-Valmore, repris par Verlaine, et en fait, attribué à Ville des Griffins, alors qu'on trouve chez Desbordes-Valmore. Oui, bien sûr. Il y a cette question-là avec l'endécasyllabe, il y a cette question avec le vers libre, qui a été beaucoup revendiqué par Marie Krzyzewska, mais qu'on a attribué plutôt aux hommes, et qui a donné vraiment une véritable bataille littéraire, pour le coup, parce qu'elle s'est engagée dans cette bataille-là, pour le coup, contrairement à beaucoup de femmes qui ont renoncé à l'idée de s'attribuer une quelconque création. Donc bien sûr, toute la question, c'est de dire, oui, leur influence, elle existe, mais elle n'est pas reconnue. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'elle se trouve? J'ai un peu trop de coussins, mais c'est pour faire rire mes copines. Non, mais parce qu'on se moque de moi et de mes multiples coussins. Il était joli celui-là, en plus. C'est le plus joli, mais il commence à me péter le dos. C'est un coussin tapisserie. Voilà, c'est les anecdotes. Mais là, je sens que je penche en avant. Oui, c'est dommage que tu tombes avant la fin. Pardon. Mais ça, c'est... Ah, je t'ai coupé la parole. Non, j'avais fini ma phrase, pas du tout. Et donc ça, c'est vraiment ce que tu fais dans ta thèse et que tu prolonges maintenant avec cette... Tu as dit poète-femme, tu as fait exprès de pas dire poétesse? Oui, alors ça, c'est un long questionnement aussi. Donc j'ai tout dit. Hein. J'ai dit poète, j'ai dit femme poète, j'ai dit poète-femme. En fait, poète-femme me vient d'un colloque qu'on a fait il y a quelques années, 2-3 ans, qui s'appelait Poétesse, qu'est-ce qu'une femme poète? Et en fait, on a eu toute une discussion comme ça sur la terminologie. Notamment dans l'histoire, comment on appelait les femmes qui produisaient de la poésie, mais aussi dans le cercle contemporain en interrogeant des autrices qui nous ont dit elles-mêmes ce qu'elles préféraient s'appeler. Donc nous, on avait choisi femme poète à ce moment-là, par traduction avec l'anglais, parce que c'était un colloque aussi anglophone. Donc woman poète, femme poète, pardon. Moi, j'étais plutôt team poétesse au départ, et en fait, il y a beaucoup de poétesses contemporaines aussi qui disaient non, moi j'aime pas ce mot. Et c'est un mot qui en plus au 19e est particulièrement chargé de toute cette connotation poésie féminine, inférieure, etc. Alors soit on le réclame ce mot et on en fait quelque chose, ce qui peut être une posture, soit on cherche d'autres choses. Donc, mais moi femme poète, c'est Marilyn Hacker qui nous avait dit mais moi femme poète ça me va pas, je suis poète et
Femme, c'est un adjectif à la limite, mais je suis d'abord poète en tant que... Voilà. Qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est l'attribut, quoi. Voilà. C'est exactement ça. D'où ma préférence maintenant pour poète-femme plutôt que femme-poète. Non, mais c'est important de expliquer des choses. Enfin, parce que moi j'aurais tendance à dire poétesse, mais je dis aussi doctoresse, donc, ou mairesse. Bah oui, moi ça dépend vraiment. Pour docteur, j'aurais tendance à dire doctoresse aussi. Poète, il a une histoire vraiment particulière, il est vraiment étudié comme un apax dans l'histoire de la littérature, parce que déjà c'est un terme épicène, donc il y a quand même ce flou au départ autour du mot. Et ensuite parce que poétesse s'est trouvé particulièrement chargé vraiment de connotations négatives, quand autrice par exemple a disparu puis est revenue. Poétesse, il a toujours été là, on l'a jamais supprimé complètement du langage, il s'est juste chargé vraiment de connotations particulièrement négatives au 19e, qui sont très difficiles à récupérer. Non, Voilà. non, mais c'est vrai parce que donc ici, il arrive qu'il y ait des dîners de poétesse à la maison et que j'appelle des dîners de poétesse, enfin, t'es avec des nanas qui font des trucs, quoi. Et j'ai vraiment une autre copine qui a cru qu'on était tout en toge avec des couronnes de laurier. Mais il y a ça, hein. Qui nous a imaginé vraiment en mode très lyrique, très saphique, comme ça, alors qu'en fait, on mangeait des quiches. Ouais, c'est bien aussi. On peut manger des quiches en toge, mais c'était beaucoup moins guindé, mais il peut y avoir même quelque chose d'un peu guindé aussi dans poétesse. Il y a une triple connotation à la fois guindée, vieillotte et féminine dans tout ce que féminin peut avoir de connoté négativement. Donc il y a plein de femmes qui le revendiquent aujourd'hui, il y en a d'autres qui n'en veulent pas. Donc moi j'ai utilisé le plus neutre, poète-femme, c'est poète, puis femme entre autres. Voilà. Par accident, en tout cas de façon secondaire. C'est ça. En tout cas de façon secondaire quand on travaille sur la poésie. Voilà. C'est une énorme question. Et là, on va être sur des questions avec écrire à l'encre violette qui sont un peu semblables, mais quand même pas tout à fait, et qui vont se recouper littérairement. On n'est même pas dans un sous-ensemble, en fait. Déjà parce qu'on va pas parler que de poésie, je pense. Mais en fait, tu as fait les 2 chapitres qui ouvrent écrire à l'encre violette. Ouais. Et il faudrait peut-être dire un mot de ce qu'est ce livre. Alors on va le montrer, parce que comme ça va nous faire une belle miniature aussi pour YouTube, parce que je fais des captures d'écran en fait de ma table de montage, parce que je suis vraiment une grosse flemmarde. Donc il est là, ça fait quand même... Il est sorti il y a... Un petit peu plus d'1 an. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mai de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Mai 22 quoi. Ouais, c'est ça. Tac. Au Cavalier Bleu, qui est un très bon éditeur, et même une très bonne éditrice que l'on conseille très fort, notamment pour les SHS... engagée, j'ai envie de dire, quand même. Ouais, très largement. Et Anne-Laure a été une éditrice formidable du début à la fin. Donc, on a été parfaitement accompagnés pour ce livre. Et je pense que c'est le cas pour tous les livres de cette édition. J'ai participé avec juste un chapitre à un livre dirigé par Arthur Bio, Utopie du désordre. Esthétique de l'utopie. Esthétique du désordre. Esthétique du désordre. Je fais le mélange des deux. J'ai mis le titre en disant parce que c'est le sujet. Et vraiment l'expérience en tout cas au niveau du travail d'Aurore Turbio est incroyable, mais au niveau de l'édition et du travail avec Anne-Laure, je suis très contente. Est-ce que tu veux présenter un peu le livre? Je m'en occupe. Comme tu veux, si tu veux le présenter, et puis je complète. Allez, on y va. Donc écrire à l'encre violette, c'est un livre que vous avez coécrit à 5. C'est ça. Donc là, on va le dire tout de suite avec une préface de Suzette Robichon qu'on embrasse évidemment très fort et qu'on remercie pour tout ce qu'elle fait. Il me semble que le livre lui est dédié aussi. Oui, aussi. C'était la petite surprise, ça on lui a pas dit. Elle est super contente. Et une postface donc de Catherine Gonard et Elisabeth Lebovici, qui est quand même aussi très classieux. Ouais, on était très contentes qu'elles acceptent de le faire. Et puis pour nous, c'était extrêmement important de se mettre dans une lignée de femmes qui avaient déjà travaillé sur les sujets, souvent en plus aussi dans des cadres militants, et d'intégrer vraiment leur parole à la nôtre, parce que ce livre n'existerait pas sans leurs travaux, donc c'était hyper important qu'elles encadrent les choses. Voilà. Et encadrer, ça veut pas dire que c'est... alors cadré, salé, dans le sens où c'est un livre qui est très clair, très facile à lire, très pédagogique, et en même temps très exigeant, mais ça veut pas dire que vous êtes entre 2 rangées de CRS. Non, pas du tout. le redire. Je l'avais oublié, mais ça m'avait touché quand je l'avais lu. 80% des droits d'auteurisme du livre sont versés à la LIG, Fonds de dotation féministe et lesbien. Oui. Et ça, c'est aussi très important de le dire. Et on va maintenant un peu donner son sous-titre qui permet de savoir de quoi il s'agit. Littérature au pluriel, lesbienne toujours au pluriel, en France de 1900 à nos jours.
Donc en fait, vous avez fait en gros le premier panorama de la littérature, des littératures lesbiennes. Le pluriel est probablement très important, tu vas peut-être nous en dire un mot. Actuel sur une large période et quand même à destination, on va dire, d'un grand public. Ouais, c'est ça. En fait, il existait déjà quand même des travaux internationaux sur la question. En France, pas à notre connaissance. Il existait des travaux d'anthologie, évidemment, mais pas des approches critiques de ce que pouvait être cette catégorie-là, déjà, de ce qu'elle posait comme difficulté. Donc, littérature lesbienne. Voilà, sur laquelle on va probablement revenir, qui est une catégorie beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au départ, en fait. Mais je sais pas si je t'embête toi ou Aurore ou... Aurore, elle commence à être rodée pour répondre à la question. Mais bon, on peut déjà en dire des mots. Mais évidemment, c'est une catégorie qui va pas d'elle-même. Et là-dessus, Aurore reviendra dessus. Et puis les autres aussi. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'y aller par chapitre. Bah oui, bien sûr. Catégorisation. Bien sûr. Parce que là, l'idée, c'est que chaque auteuriste viendra présenter son boulot. Bah oui, non, mais justement, et puis ça va donner une bonne idée de l'explosion de cette catégorie, justement, sans forcément qu'on ait besoin d'en donner justement une définition dès le départ. Donc l'idée, c'était de revenir alors de 1900 à nos jours, parce qu'on a quand même fait 20e, 21e, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra aussi à propos de mes chapitres, je pense. Et donc d'avoir quand même une approche critique et théorique, et pas juste une approche anthologique, quoi. Donc c'était un peu l'idée. Et la difficulté. Donc on s'est réparti l'ambition. Ça. Et l'ambition. C'est une ambition, c'est une très belle ambition. Et c'était très chouette, on a été chacun et chacune très libre quand même sur nos chapitres, tout en se relisant, etc. Donc chacune porte sa voix sur son endroit, avec une introduction collective pour le coup. Et donc on remonte. Une introduction qu'on va mettre en lien, parce qu'elle est lisible en ligne, extrêmement importante comme introduction. Oui, et qu'on peut lire effectivement sur le site du Cavalier Bleu, elle est accessible, donc ça c'est... Je vais donner le nom de l'édition. Bah non, mais comme ça c'est fait. Ah, super. Et voilà, donc on remonte de 1900 au 21e avec un chapitre transversal, celui de Manon Berthier, qui interroge les littératures de l'imaginaire, et donc du coup de manière plus transversale, puisqu'elle commence en 1924 jusqu'à nos jours, donc elle aura aussi beaucoup de choses à se dire. Voilà, imaginer des lesbiennes a quand même souvent été de la fantaisie, donc les lesbiennes ont fait de la fantaisie, quelque chose comme ça. Et voilà. Et c'est rigolo parce que justement avec Manon on voit beaucoup de croisements avec, c'est son chapitre qui est un chapitre transversal recroise beaucoup de ce qu'on dit déjà, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont beaucoup plus poreux que ce qu'on imagine en fait. Il n'y a pas, comme pour tous les genres littéraires, il n'y a pas la littérature de l'imaginaire d'un côté et le reste de l'autre. En fait, pour les genres. Voilà, et pour les genres. Et particulièrement, moi, sur ma période, les genres sont quand même beaucoup mélangés. Donc c'est intéressant de voir que tout se recroise un peu et se recoupe. Voilà, pardon, je suis en train de me perdre. Non, mais c'est super, parce que là, on est bien. Puis de toute façon, on le sait, moi, c'est quand même une chaîne question bordélique, donc on va... On est dans le thème. On est en plein dedans, un bordel des Bordeaux. Toi, tu t'es occupé de 2 chapitres. Globalement, en fait, le livre est globalement chronologique, même si dans le détail, des choses peuvent se recouper. Et tu t'occupes globalement de ce qui se passe avant 14-18 et de ce qui se passe après, mais qui est arrêté par 39-45. C'est ça. C'est à peu près les grandes coupures. C'est comme ça que vous avez réfléchi collectivement sur la structure du bouquin ? Alors pour les découpes chronologiques, c'était assez évident. Moi je travaille au départ sur La Belle Époque, qui est quand même déjà une période assez floue. De La Belle Époque. Voilà, c'est ça, mais qui n'a pas vraiment de date précise. Mais bon, en général, on va de 1890 à 1914, à peu près. Là, on a oublié 1890, mais j'y fais quand même des retours, parce qu'il faut quand même faire un petit bilan de ce que c'est avant. Jusqu'en 1914. Donc le premier chapitre, c'est 1900-1915. Le deuxième, 1915-1940. Donc entre deux guerres, entre guillemets. Parce que en fait, je commence. C'était la deuxième guerre qui les attendait. Voilà, puis je commence en plus pendant la première, donc c'est pas vraiment l'entre-deux-guerres, mais voilà. C'est quand même des périodes qui sont très différentes en termes d'accès à la littérature et de quel est le public, quelles sont les autrices, etc. Donc ça avait du sens quand même ces coupures historiques-là, parce que de toute façon, c'est des coupures aussi en littérature, dans quel que soit, voilà. Donc elles sont aussi pour les littératures lesbiennes. Bah oui, en fait, puisqu'elles font partie bizarrement de la littérature générale aussi. Et ensuite, donc Alexandre reprend le flambeau après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 68 ou 9. J'ai un doute sur la question, je crois que c'est 69. On va regarder tout de suite, mais là je t'avoue que je sais 15-40, ça c'est toi. Oui, 69. Oui, enfin voilà. Ensuite, Aurore reprend le flambeau sur 69-85, puis sur 85-2000. Et ensuite, Alex Lashkar fait le 21e siècle. En gros. Donc on s'est séparés avec Manon, évidemment, dont j'ai dit qu'elle faisait un chapitre transversal. Donc les séparations étaient assez évidentes. Chacun a un peu géré sa séparation là où il allait, où elle allait, selon aussi nos spécialisations. Et puis parce qu'elles avaient du sens à chaque fois, soit littérairement parlant, soit historiquement parlant, quoi, en gros.
Et les deux vont ensemble, évidemment. Oui, évidemment, la littérature fait partie de l'histoire, est influencée par l'histoire, et parfois influence l'histoire elle-même. Aussi. Puisqu'on parlait d'influence, on peut aussi le voir comme ça. Alors, il y a vraiment, moi, 2 grandes questions qui me viennent. On va essayer de les nouer en une seule, un peu trollesque. Mais enfin, des lesbiennes avant 1900, il n'y en aurait donc pas. Eh oui, c'est toute la question. Alors déjà... Genre en 1900, apparition de la lesbienne. Tout d'un coup, incroyable. Alors, c'est toute la question de pourquoi commencer en 1900. Ouais, tu savais qu'elle viendrait cette question. Ah bah oui, non mais... Elle est obligatoire. Et puis en plus, étant au début, forcément, il faut que ce soit moi qui... Et puis ça ah bah là c'est ton job, là. Là, c'est mon job, et je le prends. Je suis un peu 19e, quoi. Alors, des lesbiennes avant en littérature, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au 19e notamment, il y en a beaucoup représentés par des hommes au 19e, tout au long du 19e, puisque c'est notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle une fascination littéraire récurrente, notamment après Baudelaire, qui en fait une espèce d'archétype de l'artiste aussi, puisqu'elle échappe à la féminité traditionnelle, naturelle, à la maternité, à tout ce qui en fait est dégoûtant pour l'artiste, en fait, pour le dire très vite. Hein. La femme est naturelle, l'horreur, etc. La femme est naturelle, donc abominable. Donc abominable. Et là, je veux dire, il y a un truc qui repousse Baudelaire quand même en moi, où je suis à la fois fascinée. Oui, c'est un peu le enfin, c'est un peu logique. Hein, mais peut-être que je vois un peu Baudelaire comme s'il était une lesbienne. Ou comme lui voit les lesbiennes. Ce que je veux dire il y a une espèce d'attraction, fascination, répulsion, voilà. Donc bon, Baudelaire qui n'était pas le plus grand allié des luttes féministes a entamé cette fascination littéraire là quand même. Après d'autres, hein, parce qu'on a quand même des textes avant aussi. Il a vraiment créé un type littéraire où donner ses lettres de noblesse à un type littéraire très fort. Oui, tout à fait. Qui est repris en poésie derrière, mais qu'on trouve aussi dans les romans, dans La fille aux yeux d'or de Balzac par exemple. Dans Mademoiselle de Maupin, qui a quand même été prise derrière beaucoup comme imaginaire lesbien aussi. Donc la lesbienne est omniprésente, mais presque jamais représentée par des femmes, quasiment jamais. Donc pourquoi 1900 ? Parce que, il se trouve que là, merci Nathalie Barnet, ça coïncide avec la publication de son premier recueil, 1900, Quelques portraits sonnets de femmes, qui est un recueil poétique lesbien, avec une femme lesbienne qui écrit. Donc en plus là, vraiment, il n'y a même pas de question de est-ce qu'elle l'est vraiment... Voilà. C'est toute la question de l'octorialité qui est encore autre chose. Alors, là, hop, tu vas un peu vite. Donc là, on a compris en t'entendant, oui, on peut parler de littérature lesbienne en parlant de littérature qui représente des lesbiennes, mais ça inclut donc, je vous paraphrase, parce que ça, j'ai entendu Aurore le dire à la radio, bien sûr. Je vais le mettre en lien, tout ça. Vous le dites dans l'introduction, tu le redis, etc. Bien sûr, nous savons qu'il y a des lesbiennes avant, mais enfin, est-ce que le porno représentant des lesbiennes est de la littérature lesbienne ? Bien sûr. Nous sommes quand même pour le moins plutôt insatisfaits et peu comblés par cette définition de lesbianisme littéraire, et nous allons aller vers d'autres définitions. Dans ces définitions là, je me permets de le faire bien sûr, mais il peut y avoir une définition par si c'est écrit par des lesbiennes, c'est lesbien, mais ça marche pas. Les lesbiennes, d'abord, est-ce qu'on sait si elles sont lesbiennes ou pas? Est-ce qu'elles sont complètement lesbiennes? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La catégorie elle-même de lesbienne sur des époques, on va dire antérieures à 1860, est très complexe. Oui, bien sûr. Parce que les concepts d'homosexualité et d'hétérosexualité ne sont vraiment inventés que dans les années 1860. Et c'est vraiment inventé avec un regard médical sur la déviance, la reconnaissance. Avant la conceptualisation de ça, c'est sur des pratiques interdites et qui ont plutôt fonctionné pour les hommes. Tout à fait. Donc le lesbianisme, on va dire déjà dans la première moitié du 19e c'est compliqué, comme c'est compliqué de penser l'homosexualité dans l'Antiquité ou à d'autres moments. Alors, je ne vais pas non plus faire tout un grand panorama sur ça, mais voilà, il faut comprendre qu'on est là sur des concepts qui sont extrêmement récents et qui peuvent être vite anachroniques quand on parle d'autres époques, ce qui ne veut pas dire que les gens ne couchaient pas ensemble. Voilà. Mais ça veut pas dire que la définition de lesbienne pouvait... Alors que le mot existait, les pratiques pouvaient être là sans que le mot existe, mais surtout sans que le concept existe. Oui, c'est-à-dire l'identification à quelque chose qui s'appellerait pas forcément lesbienne, mais qui pourrait correspondre à ça. Et donc ça pose énormément de questions qui sont celles de l'histoire, on va dire, intellectuelle, culturelle, des émotions, des idées, des relations, enfin de l'histoire sociale, des histoires extrêmement larges, et vous en même temps, en plus de l'histoire littéraire, puisque vous êtes sur l'histoire littéraire, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc c'est surtout ça. Donc ça peut être sur des personnes, on voit que c'est compliqué, ça représente par exemple ceux qui seraient de l'ordre d'un regard lesbien, mais c'est compliqué parce que comment on le définit, et ça peut être, c'est reconnu comme lesbien par les gens.
Grosso modo, c'est les 3 questions qu'on se pose. Hein. Ben, en gros, la question de l'auteur, la question de la réception, la question du thème. Donc les 3 se recoupent. Les 3 sont insatisfaisants pour des raisons différentes. Donc, pour l'éclaircir encore en plus, c'est avant le texte, c'est après le texte. C'est ça. Non mais comme ça, voilà. Un début, un milieu, une fin. On est chez Aristote, tout va bien. Tout va bien, Non, tout se recoupe. Non mais parce que c'est quand même super dur, hein, ce qu'on est en train de dire pour plein de gens. Donc ça va quand même permettre de Bah oui, d'éclaircir bien sûr. vraiment les choses. Donc comment on va définir ça? Moi, et là je pense que je peux pas vraiment faire un rapprochement avec mon propre bouquin. Quand je parle de féminisme, j'ai décidé de vraiment trancher dans le lard en allant du côté ou dans l'art, de l'engagement politique pour complètement évacuer les questions d'identité. Bah oui. Parce que c'est plus facile. Et en même temps, cet engagement politique, ben, lui aussi, il a une histoire, il a un engagement, et dire concrètement que Christine de Pisan est féministe, ça a quelque chose d'anachronique. Bien sûr. Voilà. Donc comment on va gérer cet anachronisme? Voilà. Et vous, bah là, être lesbienne, c'est pas un engagement politique, c'est encore autre chose. Bah non, là on est encore ailleurs. En tout cas, pour ce qui me concerne, vraiment au début du siècle, Voilà. c'est pas un engagement politique. Et ça, on y reviendra aussi. Et on je y pense. reviendra avec Aurore, probablement. Mais voilà, toutes ces questions se posent là. Il y a des femmes aussi qui écrivent des textes lesbiens qui sont pas lesbiennes, ou en tout cas on n'en sait rien, ou qui ne sont pas que lesbiennes. Enfin, en fait, la question se pose à plein d'endroits. Mais ce jalon-là de Nathalie Barnet, il est vachement pratique parce que déjà, il est en 1900, c'est la première à écrire un recueil poétique ouvertement lesbien en portant une parole de femme elle-même se définissant comme lesbienne. Donc bon, là, toutes les cases sont causées, voilà, toutes les cases sont cochées. Donc bon, c'est assez pratique pour le coup. Mais ça pose plein de questions par exemple, j'ai quand même le regret, moi, personnellement, de ne pas avoir parlé davantage de Rachilde, Oui. et juste avant. Qui, on le sait, a vécu des amours lesbiennes, qui écrit des textes dans lesquels il y a tout un enjeu, etc. Elle est avant 1900, elle porte encore une parole qui est celle du décadentisme sur le lesbianisme, qui n'est quand même pas du tout la même chose. Alors, peut-être que je resitue Rachilde, pardon. Resitue Rachilde et le décadentisme. Oui. Qui était Rachilde donc... Parlons un peu de Rachilde. Donc écrivaine de la deuxième moitié du 19e siècle, qui s'inscrit donc dans ce courant fin de siècle, dit décadent, et qui écrit notamment beaucoup de textes où se joue la question d'un genre fluide, d'une inversion des genres, dans Monsieur Vénus par exemple, etc. Donc il y a beaucoup ce questionnement autour du genre, donc autour de l'hétérosexualité aussi. Voilà, je te dis, à des pratiques sexuelles. Et des pratiques sexuelles évidemment, avec tout aussi ce goût pour la déviance réelle qui est celle du décadentisme, hein, donc celle de la morbidité, etc., la nécrophilie, enfin des choses très, très, très sympathiques, qui existent beaucoup dans la fin de siècle. Les soirées. Voilà. Et donc pourquoi pas Rachilde? Parce que pour le coup, on est vraiment beaucoup plus tourné vers le 19e siècle dans les textes de Rachilde qui sont 1890-1900. Là, Nathalie Barnet, on se tourne vraiment vers un nouveau moment. Et puis, ce genre littéraire de la poésie qui est exploité à ce moment-là, qui va devenir extrêmement important dans ces années-là. Ça ne veut pas dire, évidemment, pour revenir à ta question de base, qu'il n'y a pas de textes lesbiens avant. Et ça pose la question de l'accessibilité des textes. Nous, on a choisi de travailler sur des textes publiés. Et la question de la publication... Alors, on était obligé de faire cette concession-là parce que, pour une question d'ampleur de corpus, de possibilité d'accès au texte, enfin, à un moment, voilà. Il fallait prendre ce qu'on avait à dispo. Oui. Et puis parce que ça reflète une certaine histoire éditoriale française qui a son intérêt aussi. Et puis, savoir qu'un texte a été écrit il y a 3 siècles, mais que personne ne l'a lu, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est des questions qui se posent beaucoup avec son nom apparemment Louise Dupin, tu vois, qui avait notamment embauché Rousseau. Ouais. Et qui était donc, qu'on peut appeler féministe, dont on parle pas mal en ce moment. Donc elle est sortie chez Classique Garnier, il y a aussi un poche de ses textes. Alors moi, j'ai pas encore lu ça et ça m'intéresse quand même beaucoup, notamment parce que ça montre bien que Rousseau a fait le choix de pas être féministe. Tu vois. Et elle, en fait, c'est quand même très intéressant parce qu'on est dans un cas où les textes circulaient quand même. Ouais, c'est ça. Ils circulaient au niveau des salons, des lumières, donc je pense que Condorcet les a lus, des choses comme ça. Mais ils n'ont été publiés que l'an dernier, quoi. Bah oui, non mais c'est toute la question, quand il n'y a pas de circulation... Qui a pu avoir accès, tout comme comment Goethe a eu accès au texte de Diderot, ça c'est des vraies questions d'histoire littéraire. La réception de Diderot, par exemple, elle est extrêmement compliquée, et très retardée. Donc ça c'est... Voilà. Donc il faut faire des choix. Il y a un moment quand on fait un corpus, bien on sûr. fait un choix. Quand il n'y a pas de circulation des textes, ça pose des questions complètement différentes. Ça pose la question de la littérarité aussi, qui n'est pas une question simple non plus. Et puis là, vous faites pas une anthologie, vous faites pas un annuaire des autrices lesbiennes ou des textes lesbiens, ou un répertoire des textes lesbiens, mais vraiment quelque chose qui va parler d'une poétique lesbienne, d'une littérature lesbienne, et de comment elle est écrite, et de comment en fait elle se constitue. Et elle ne peut se constituer que collectivement.
Bah oui, bien Et sûr. c'est pour ça qu'il faut que les textes soient publiés. C'est ce qui se reflète largement d'ailleurs dans ma période et dans les autres. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas déterrer des textes lesbiens bien antérieurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'en existent pas, ça veut simplement dire qu'à un moment, quand on prend le jeu de la publication, là, il se passe quelque chose d'évident qui rend visible cette littérature qui ne l'était pas auparavant, qu'il était dans les interstices, dans les tiroirs, dans l'hypotexte. Alors l'hypotexte, c'est les textes en amont, c'est le vocabulaire de Gérard Genette. Qu'on embrasse. Mais tu sais que quand il est mort, j'ai fait une vidéo où je pleure et je parle. Elle s'appelle Figure-toi, figure-toi. Je suis vraiment le bonbon Genette et je pleure et je le raconte. Et c'est un de mes gros succès en plus. C'est vrai. Ah, mais figure-toi, on dirait un titre de Varda, tu sais. Oui, c'est trop bien comme titre. Et moi, je suis vraiment fan de Genette. Hein. Aussi, même s'il y a plein de trucs que voilà, donc. Voilà. J'aime beaucoup, parce qu'en plus, en relisant, enfin en écrivant ma thèse, j'avais beaucoup de doutes sur. Ah, quand même, je mets quand même beaucoup l'accent sur l'intentionnalité. J'ai un peu peur à une époque où, en fait, c'est quand même plus très. C'est pas la lecture principale. Et en fait, Genette a un super passage où il revient à l'intentionnalité dans. C'est peut-être dans Seuil. Où il parle de l'intentionnalité en disant quand même à un moment il faudra quand même arrêter de croire qu'il n'y a aucune intention dans le texte quoi. Et j'étais genre oh merci Gérard. Non mais la question c'est de pas la prendre pour seul guide en fait. Bah oui bien sûr. Et comme Solone de ça marche pas enfin, bah oui bien sûr. Ça éclaire souvent les textes mais après moi je force le trait on va dire un peu dans les vidéos et encore dans les vidéos c'est plus compliqué ça dépend desquelles mais en cours pour forcer les gamins à sortir de c'est pas ce que l'auteur a voulu dire parce qu'en plus ils ont pas d'imagination sur les ambitions des auteurs quoi. C'est très important de sortir de l'intentionnalité et puis d'y revenir en partie voilà. On est plus souple en vrai mais parce que ce qu'on va faire pédagogiquement c'est pas forcément ce qu'on fait en recherche. Bien sûr. Parce qu'il y a un moment, il faut un peu sortir de la boue du lycée, j'ai envie de dire, et là c'est affreux pour tous les gens qui nous écoutent, mais du lycée ou du préjugé. Au lycée, je suis vraiment méchante en disant ça, parce que franchement c'est dur d'être au lycée, et je le faisais au lycée. Mais voilà, de cette idée de l'auteur il a voulu, et pourtant tu le fais, hein, l'oral, même en cours, même ancien, en machin. Bien sûr. Parce que ça te permet, c'est aussi des espèces de fiction probables. Bah oui, tout à fait. Et je pense qu'il est important de sortir de cette lecture-là. Et puis derrière, il est inévitable de penser à un moment l'intention quand c'est pas l'intégralité de la compréhension de l'œuvre pour autant. Et peut-être est-ce le moment de dire que les littératures lesbiennes, on a l'impression que c'est genre un mini-sujet qui parle un peu de cul olé olé. On voit les questions littéraires que l'on peut se poser, à quel point c'est technique, et ça fait partie des choses que j'adore dans ce que je faisais en épistémocritique avec Renan, que je fais toujours maintenant avec le féminisme ou quoi. Ça a l'air d'être des sujets minoritaires. Alors Renan, on s'est jamais dit que c'était un minoresse, mais sur des petits auteurs ou des choses comme ça, et en fait ça pose des questions de fond absolues, extrêmement techniques sur l'accès aux archives, etc. Bien sûr. Et voilà, c'était ma petite parenthèse de. Non, mais moi, c'est ce qui me passionne dans ces questions-là aussi. C'est ce que ça fait à la littérature, en fait. Qu'est-ce que l'existence de ces textes-là font aux catégories littéraires? Qu'est-ce qui est littéraire, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment on envisage les textes? C'est là où ça devient vraiment. Donc, Nathalie Clifford-Barney, peut-être peux-tu la présenter un petit peu? Pourquoi est-elle si importante? En dehors du fait d'être une lesbienne qui écrit un texte lesbien en 1900 et c'est bien pratique. Surtout qu'en plus, c'est un recueil qui est très confidentiel. Donc, Nathalie Barney, qui est américaine, installée à Paris. Ça nous a deux tiens. Littérature lesbienne en France, installée à Paris. Mais il se trouve qu'elle ne publie quasiment que des textes en français dans des maisons d'édition françaises. Donc installée à Paris, qui va devenir quand même, et ça marche aussi pour le deuxième chapitre que j'ai écrit, une des têtes de file à Paris du milieu lesbien littéraire, puisque c'est vraiment celle qui va réunir à la fois Colette, René Vivien, Lucie de la rue Mardrus, après Elisabeth de Clermont-Tonnerre. Enfin, en fait, elle crée un salon chez elle, c'est une très 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 riche héritière américaine, qui crée un salon littéraire qui va devenir un des plus influents de la capitale dans l'entre-deux-guerres, pas seulement d'ailleurs auprès des littératures lesbiennes ou de femmes en général, mais un salon littéraire absolument essentiel en règle générale. Et mythique. Donc le Temple de l'Amitié, dans lequel elle reçoit notamment aussi beaucoup d'autrices ou de vocations d'autrices, voilà, donc extrêmement importantes à ce moment-là. Et donc ces femmes sont de bonnes amies. Voilà. De très bonnes amies. Alors, elles ne sont pas toutes les amantes de Nathalie Barney, mais il y en a quand même un certain nombre. René Vivien, notamment, parmi les plus illustres de celles qu'on connaît maintenant, donc à laquelle j'ai consacré ma thèse aussi.
qui, elle, va écrire son premier recueil en 1901. On l'a pas dit, mais ta thèse sera bientôt publiée aux presses universitaires de Lyon. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Encore une occasion de revenir, Camille. Oui, trop bien. Normalement, publié en 2024, donc ça, c'est très chouette et je suis très contente. Quelle bonne nouvelle. Oui, ça fait plein de bonnes nouvelles pour 2024, 2023, Au 2024. point qu'on pourrait dire que toutes ces bonnes nouvelles lyonnaises font comme un bouchon. J'ai osé. Pas vraiment osé. T'as très bien fait, très important. Mais du coup, je ne sais plus ce que je racontais sur René Vivien, voilà. Le salon de Nathalie. C'est ça, et le salon de Nathalie. Donc, il se joue quand même à ce moment-là la création, non pas forcément d'un groupe, parce qu'elles sont pas toutes absolument amies ni amantes d'ailleurs, il y en a même qui s'aiment pas beaucoup, mais il se crée quand même une émulation littéraire réelle, qui concerne d'ailleurs globalement la production littéraire des femmes, c'est pas uniquement les textes lesbiens, mais il se joue à ce moment-là quand même un ensemble de publications avec Liane de Pougy, que j'ai oublié aussi, qui est aussi l'amante de Nathalie Barnet pendant un temps. Et donc la publication concomitante de plusieurs textes lesbiens, donc de Liane de Pougy en 1901, si je dis pas de bêtises, oui, Idil Safik, Nathalie Barnet un an plus tôt, et puis René Vivien, en 1901 toujours, qui publie Études et Préludes. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'elle publie sous pseudonyme au départ, enfin sous pseudonyme non, mais sous René et Vivien. Non, je dis une bêtise, en plus c'est R.Vivien. Donc en fait c'est tacitement pris comme masculin, quoi. Le fameux neutre masculin. Le fameux neutre qui devient masculin, d'autant qu'elle joue beaucoup là-dessus, puisque dans ses premiers recueils, il y a une vraie recherche sur les adjectifs épicènes, sur vraiment l'invisibilisation de l'identité féminine. On a un peu ce que fera finalement... Je vais le trouver. Dans le Sphinx. Sphinx. Son premier roman. J'ai fait une vidéo dessus en plus. Oui. Et son patronyme, je l'oublie, mais qui est un roman d'amour neutre, j'avais fait une vidéo dessus. Et j'ai envie de dire Anna Gapalter, mais je sais que c'est pas ça. J'ai Guéra qui vient, j'ai Ségara. Ça va revenir dans une demi-heure. Donc j'ai presque toutes les syllabes, mais pas toutes. Et je vois le bouquin. En plus, Steph va me tuer parce qu'elle l'adore. Suzette va me tuer parce que c'est la honte. Attends, mais moi aussi je devrais le trouver en plus. Attends, mais en plus il doit être cité. Normalement. Oh la honte. Voilà. Non, mais bon, en tout cas, effacement du genre chez Vivien. Pendant un temps, voilà. Donc ensuite, publication, alors pas à ce moment-là, parce qu'il est publié uniquement dans les années 50, mais Lucie de la rue Mardrus écrit un recueil qui s'appelle Nos secrets d'amour sur sa relation amoureuse avec Nathalie Barnet. Colette, évidemment, écrit Les Claudines, dans lesquelles il y a une partie, un enjeu lesbien. J'en oublie encore d'autres. Émilienne d'Alençon, c'est beaucoup plus discret, mais il y a quand même des textes avec une portée lesbienne. Et Georgette Leblanc, dont on parle beaucoup moins, qui a écrit un roman en 1904, dans lequel, pareil, il y a une histoire d'amour lesbienne. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de publication concomitante. J'ai oublié Hélène de Zuilen aussi, amante de René Vivien. Donc voilà, bref, tout un groupe qui se constitue. Garetta, voilà. Ah oui, il y a une Garetta, mais... mais non, mais toi, pourquoi j'étais pas loin, c'est Garag à Valda. J'ai presque. Mais je savais que ça allait pas, mais Là, c'est mon goût du désordre. J'aurais dû le trouver aussi, mais moi je suis nulle en nom, tu vois, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure je les défile, comme ça c'est fait. Mais il fallait quand même rétablir un Garetta. Oui, c'était important quand même. Donc voilà, donc petit voilà, moment important, 1900-1915, de constitution de tout un ensemble de textes et d'écrits qui vont aborder la question du lesbianisme. Et est-ce qu'on peut expliquer, donc ça c'est vraiment l'objet de ce premier chapitre? Oui, alors l'objet, c'est pas uniquement ça, c'est de savoir d'où il sort, parce que, bon, du coup, j'en ai déjà parlé, mais du rapport que vont avoir ces textes-là avec ce qui se passe précédemment, ce que je disais tout à l'heure, à savoir cette omniprésence du personnage de la lesbienne, comment est-ce qu'elles vont transmuer cette lecture-là, comment est-ce qu'elles vont pouvoir se la réapproprier ou non, d'ailleurs. Comment les lesbiennes sont devenues des personnes. Voilà, de passer de l'objet au sujet, finalement. Du personnage à la personne. Du personnage à la personne, comment est-ce que ça se joue dans les textes, donc ça c'est vraiment important. Quels sont les thèmes communs qu'on va pouvoir retrouver, puisque je le disais, c'est quand même des femmes qui, pour beaucoup, se connaissent, voire se relisent, voire écrivent ensemble dans le cadre René Vivien, Nathalie Barnet, René Vivien, Hélène de Zuilen.
Donc comment est-ce qu'elles vont se constituer? Comment est-ce que, et ça c'est un thème important, la tutelle de Sappho va devenir vraiment un moment, vraiment une tutelle importante pour l'émergence de cette parole lesbienne? Comment est-ce que le mot lesbienne va se retrouver utilisé de manière beaucoup plus fréquente dans les textes? Donc voilà, il y a tout un ensemble d'enjeux importants, sans oublier aussi de regarder pour cette période-là les limites de ce corpus-là qui sont essentielles, puisque je le disais, c'est un groupe qui se constitue, mais donc quand même qui est socialement extrêmement situé, très situé à Paris. Et puis, en termes de classe, on est vraiment sur une grande bourgeoisie dans l'ensemble. Donc Nathalie Barnet, Renée Vivien sont des femmes qui sont extrêmement aisées, qui n'ont donc pas à se poser la question de l'enjeu financier, par exemple. Ce qui, à ce moment-là, va se révéler absolument essentiel pour la publication de textes lesbiens, puisqu'elles ne comptent pas sur la rétribution financière, elles ne sont pas mariées, donc elles n'ont pas ce danger-là aussi, en fait, de la tutelle maritale. De la tutelle maritale. Donc comment est-ce que ça va aussi se constituer autour d'un petit groupe, quand même, de femmes blanches extrêmement aisées? Et ça pose aussi plein de questions, parce que l'émergence de cette littérature-là, elle se fait quand même voilà, dans un cadre extrêmement restreint, qui va s'ouvrir au fil du siècle, mais qui à ce moment-là est quand même extrêmement restreint. C'est moins le cas par exemple pour Georgette Leblanc, ou des femmes comme ça qui vont écrire, qui ne font pas partie vraiment de ce groupe-là. Mais voilà, il était important aussi de questionner les limites de ce corpus, et comment est-ce que ça se constitue, qu'est-ce que ça fait au texte aussi, d'avoir quelque chose qui est très uniforme quand même en termes de classe. Mais voilà. qui, du point de vue de ce qu'on appelle la poétique, donc la création des textes, permet aussi de voir cet effet de groupe dans les textes, et de réponse, et donc d'intertextualité, comme on le disait, quoi. Bien sûr, au niveau de l'intertextualité, c'est absolument flagrant, parce que déjà Nathalie Barnet va être muée en personnage dans beaucoup de textes de l'époque, et aussi dans l'entre-deux-guerres. Entre Renée Vivien et Nathalie Barnet, on a des reprises textuelles, vraiment flagrantes. Des coussins comme ça, tu vas gagner en aisance. J'ai l'air coincée sur mon truc. Non, je me dis que c'est bien le confort. C'est bien, c'est pas mal. C'est que j'ai peur que tu sortes du cadre. Ah oui, pardon, je me déroule petit à petit par là. Mais comme ça, c'est bien, je te ramène. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une création intertextuelle qui se forme et qui est absolument essentielle, mais qui s'explique aussi en termes sociaux par le fait qu'elles se connaissent et qu'elles font partie du même milieu. Ouais. Voilà. Et que la littérature peut vraiment être un jeu gratuit quand la question d'argent ne se pose pas. Oui, et tu parlais tout à l'heure de la circulation restreinte. Renée Vivien, notamment, à partir de 1906, si je dis pas de bêtises, retire ses textes de la vente quand même. Donc on parle vraiment d'une circulation restreinte, même si ce sont des textes publiés, mais quand même vraiment passés à titre confidentiel. Donc ça se joue vraiment dans ce cercle-là. Et il se joue quand même quelque chose d'absolument essentiel en termes d'intertextualité, où on voit que ces littératures se fondent sur des reprises contemporaines qui vont aider à créer une espèce de fond commun d'images qui vont derrière être reprises ou non d'ailleurs. Voilà, qui s'inscrit donc dans l'essor de la littérature produite par les femmes en général, mais qui se crée quand même aussi dans une réappropriation particulière des thèmes fin de siècle, et voilà. Alors, tu évoquais la figure de Sappho, et moi, en te lisant, en t'écoutant, c'est presque du grec, il semble à peu près clair qu'il y a une double égide, Sappho officiellement, Nathalie Barnet socialement. Dans tout ça. Alors, il y a plus encore d'égide que ça. Sappho, de manière absolument évidente, chez Renée Vivien, Nathalie Barnet, Lucie Delerue-Mardrus dans une moindre mesure. Mais vraiment, Nathalie Barnet et Renée Vivien, qui sont quand même les deux... Et deux piliers. Voilà, les deux piliers quand même à cette époque-là. L'autre tutelle, beaucoup moins évidente, c'est Swinburne, un poète anglais du 19e siècle, qui a beaucoup écrit lui-même sur Sappho, et qu'elle récupère beaucoup, puisque toutes les deux sont anglophones quand même. Puisque Renée Vivien, je ne l'ai pas dit, mais elle est anglaise, installée à Paris, mais elle aussi publie en français et en France, d'où sa présence. Et ensuite, socialement, effectivement, le rôle de Nathalie Barnet, mais à la fois socialement et littérairement, parce que vraiment, elle éveille quand même l'écriture à plein d'endroits. Chez Renée Vivien, Lucie Delarue, enfin, partout où elle passe, il y a de la littérature qui se produit derrière quand même, quoi. Donc voilà, il y a quand même... C'est incroyable comme rôle, ça. Ouais, et c'est flagrant tout au long en tout cas dans l'entre-deux-guerres aussi, et tout au long de sa vie. Et c'est vrai en France, pour le coup là on se limite au corpus français, mais c'est vrai à l'international. Thérèse Couraud, qui était au séminaire à l'Oblique il n'y a pas longtemps, parlait elle du réseau de textes lesbiens latino-américains,
Et Nathalie Barney, il y a son rôle aussi, auprès de Vittoria Ocampo, etc. Elle a joué vraiment à plein d'endroits ce rôle-là. En tout cas, elle était présente à plein d'endroits. Elle sera présente en tant que personnage aussi chez Radcliffe Hall. Enfin, c'est quand même voilà, quelqu'un d'absolument essentiel à ce moment-là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, donc sur l'importance absolue de Nathalie Barney, et peut-être y a-t-il quand même un mot à dire sur cette tutelle de Sappho, qui est quand même loin d'être évidente, et qui fait quand même un fil rouge assez important, notamment dans cette période, on va dire 1900 jusqu'à 14-15, et encore dans l'entre-deux-guerres, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors déjà, Sappho, elle est extrêmement importante tout au long du 19e. Puisque, en plus, c'est le grand siècle de la philologie, on va aller rechercher Sappho, etc. Elle connaît plusieurs traductions à la fin du 19e, dont une de René Vivien en 1903. Donc, Sappho est omniprésente, et il n'est pas du tout évident, avant la deuxième moitié du 19e siècle, que Sappho soit perçue comme un personnage lesbien. Pendant très longtemps, Sappho est perçue comme hétérosexuelle. C'est, pour le coup, là... quand même beaucoup un enjeu réouvert, entre autres par Baudelaire, puisque lui, il va reparler de Sappho, la lesbienne, et derrière, donc, récupéré aussi, et repris par ces femmes-là, notamment par René Vivien, dans ses traductions de Sappho, qui va avoir vraiment pour obsession d'aller contredire les récits d'Ovide sur l'hétérosexualité de Sappho, sur le suicide de Sappho suite à son amour avec Phaon. Donc il y a vraiment... tout un enjeu aussi de retour au texte, de dire, d'implanter la Sappho lesbienne, mais non plus selon le code de représentation masculin, mais comme une Sappho lesbienne avec laquelle on va pouvoir entrer en filiation en tant que femme. Et donc d'inventer non seulement une maternité, si l'on peut dire, enfin d'avoir une antériorité à laquelle répondre, donc une histoire littéraire et pas seulement une histoire identitaire, mais en plus, oula, je suis un peu fatiguée, la suite se perd, mais d'inventer quelque chose qui serait de l'ordre d'un regard lesbien, d'une poétique lesbienne, en tout cas qui s'écarte de l'écriture masculine. Oui, en fait, chez Sappho, elles vont chercher non seulement... Alors, déjà, c'est pour ça qu'elle est importante aussi dans la production littéraire des femmes en général. C'est que Sappho, c'est celle qui est restée, même dans les discours masculins, l'exemple même du génie féminin. C'est l'exception qui, dans les classiques, va faire qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé de classiques produits par des femmes. Parce qu'il y a Sappho, il y en a d'autres, il y a Corinne, etc. Mais Sappho, c'est le personnage le plus important de cette lecture-là. Donc déjà, tout au long du 19e, et même avant, chez Madeleine de Scudéry, chez Germaine de Staël, etc., Sappho, c'est le contre-exemple qui vient dire, voilà... on n'est pas si nuls. Voilà, vous ne pourrez pas dire que la création des femmes n'a pas été dans les classiques. Donc déjà, elle fait office de tutelle pour ça, mais en plus, il y a cette possibilité d'aller récupérer un certain nombre de thèmes qui vont devenir, chez Nathalie Barney et René Vivien notamment, des thèmes lesbiens. Donc déjà, évidemment, le verger de Mytilène, la communauté féminine, etc. Mais aussi des plus petites images. Chez René Vivien, par exemple, la figure du tissage, qui est absolument essentielle, qui s'inscrit à la fois dans une filiation avec Sappho, mais en plus dans toute la pratique du tissage comme art féminin. Qui va devenir un thème assez récurrent dans son œuvre et qu'on retrouve beaucoup chez Nathalie Barney aussi. Donc on va aussi récupérer un certain nombre de thèmes, une manière de regarder les choses. Après, évidemment, il serait faux de dire qu'elles vont essayer de refaire émerger un regard objectif sur Sappho. C'est pas vrai, elles ont une Sappho qui est la leur. C'est complètement une Sappho qui est la leur, qui va se plier aussi au désir de ce qu'elles voudront en faire. René Vivien représente une Sappho qui est très en prise de lecture fin de siècle, elle n'est pas du tout... voilà. Mais en tout cas, elle va permettre, avec un ensemble d'autres figures féminines d'ailleurs, plus ou moins mythiques, plus ou moins fictionnelles en tout cas, de donner des exemples à cette parole qui va s'éveiller grâce à cette... Enfin, pas grâce, mais en tout cas sous cette tutelle. Mais tu vois, quand Wittig invente les porteuses de fables, il faut inventer les fables. Une communauté existe aussi avec ses fables, avec ses mythologies, ses figures mythiques. Bien sûr. Et si possible, si elles sont très lointaines et très illustres, c'est encore mieux. Et Bien si sûr. en plus elles sont historiques, qu'importe la vérité historique. C'est ça qui va faire aussi quelque chose de productif. Oui, tout à fait. Et c'est toute la question d'ailleurs. Alors René Vivien a vraiment cette envie de prouver historiquement que ça... Mais en fait, c'est même pas ça la question en vérité. C'est qu'elle est là et qu'elle sert de toute façon comme ça. Voilà. La réalité de Sappho, en fait, elle est secondaire par rapport à tout ça. Et René Vivien en fait
Voilà, elle en fait une personne supérieure à Homère, elle en fait une personne qui va permettre... En plus, elle fait tout un lien entre Sappho et l'inversion catholique vers le satanisme, parce qu'il y a aussi toute une lecture fin de siècle très occulte chez René Vivien, puisqu'elle prend en fait le contrepartie total de la lecture masculine, de la culture masculine. Donc pour elle, on va prendre plutôt Satan que Dieu, on va prendre plutôt Sappho qu'Homère, on va prendre plutôt les fonds marins que la terre, et on va créer un monde à partir de ça. D'un endroit où on va pouvoir exister, en fait. Mais c'est même pas seulement dans les marches, c'est vraiment dans l'inversion. Ouais. Et l'inversion étant justement aussi... Au cœur. Quelque chose, alors faut peut-être le préciser, mais... averti peut être une insulte pour parler d'homosexualité. Une insulte, c'est du vocabulaire médical. Donc il y a quelque chose qui est peut-être pas de l'ordre du renversement du stigmate ou de l'appropriation du stigmate, mais quand même. Ouais, chez René Vivien, on peut déjà parler de ça, hein, puisqu'elle... et puis elle s'amuse vraiment à retourner les choses en présentant l'hétérosexualité comme une inversion, comme le travers, en fait, et le lesbianisme comme la norme, en fait. Pas comme la norme, mais en tout cas comme le naturel, entre guillemets. Donc il y a vraiment ce jeu d'inversion là déjà chez René Vivien, mais René Vivien est celle quand même qui pousse les choses beaucoup plus loin que les autres à ce moment-là en termes d'écriture et puis de représentation à ce niveau-là. Oui, oui, bien sûr. Et donc ça c'est vraiment très fort donc sur cette période, on va dire Belle Époque. Ouais. Alors, elle a commencé en 1900 pour les raisons que j'ai expliquées, on n'y revient pas. Belle Époque tronquée. C'est ça, une belle époque tronquée. Il faut aussi avoir des sous-titres, quoi. Des catchlines, des catchphrases, oui, bien sûr. Des choses comme ça, 1900. Comme en plus, il y a ce Paris 1900, Sappho 1900, qu'on peut avoir en mémoire, ça sonne, et c'est important que ça sonne, surtout quand ça correspond historiquement à des choses que tu as très bien démontrées et expliquées. Et à ce niveau-là, sur cette période, comme sur le deuxième chapitre que tu abordes, il y a quand même un énorme éléphant dans la pièce. Les femmes n'ont pas le droit de vote, les femmes sont quand même assez nombreuses, sont pas toutes bourgeoises, certaines sont féministes. Mais que font-elles? S'aiment-elles? Les lesbiennes sont-elles des féministes? Les lesbiennes sont-elles... ne sont-elles pas des femmes? Alors là, je suis vraiment, vraiment méchante. C'est ce qui est assez intéressant. Pas des femmes, c'est un peu tendu. On n'est pas encore tout à fait dans ce genre de pensée-là. Non. Mais en même temps, c'est assez intéressant de voir justement que... être lesbienne en 1900 et être féministe. Voilà. C'est ce qui est assez intéressant. Pour moi, c'est une question absolument essentielle et je suis très contente qu'on l'aborde parce qu'en plus, René Vivien étant quand même, et Nathalie Barnet étant quand même et Lucie de la Rue-Mardrusse, Colette, elle a jamais été vraiment oubliée, mais on est quand même dans un moment où on se réintéresse beaucoup à ces figures. On est aussi dans une période où on va rechercher des figures féministes. Je confirme. Et donc, parfois, on a un peu tendance à caricaturer le trait en ce qui les concerne. Parce que il y a indéniablement dans leur texte des attaques très claires contre le système hétéropatriarcal, et ça c'est une évidence. En revanche, en termes de posture féministe dans leur vie, c'est beaucoup moins clair, même dans leur texte d'ailleurs. Ça pose plein de questions, parce que je le disais, il y a cet enjeu de classe qui est assez important, et qui se joue aussi dans les textes. Chez René Vivien, il y a un féminisme, elle le dit elle-même, elle qualifie son roman Une femme m'a apparu d'ultra-féministe, dans une lettre qu'elle envoie à Jean-Charles Brun, mais c'est quand même aussi avec une posture de distance un peu ironique. Il y a quand même tout un... Parce que là, je fais une digression pour t'interrompre et dire des choses que je t'ai entendu dire, ou... René Vivien est quand même quelqu'un de très drôle. Mais c'était en passant, donc il faut quand même toujours partir du principe qu'il y a des doubles lectures, des blagues, des pastiches, des subterfuges, pas des camouflés, mais quand on fait croire quelque chose qui n'est pas là, comme quand elle a fait croire qu'elle était un homme alors que non. Il y a tout un jeu de posture, de masques, etc., des supercheries. Qui est extrêmement important, qui pour le coup, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, parce que c'est ce que j'aime analyser dans son œuvre, c'est vraiment cette idée-là de reprise, de second degré, de parodie, de posture, de masque, etc., d'ironie, vraiment très présente, qui, moi, pour le coup, là, touche vraiment en plus à un endroit de subversion textuelle vachement important, parce que pour le coup, on a quand même encore un peu de mal à aller chercher l'ironie dans les textes de femmes, enfin, même beaucoup. Des femmes avec de l'humour, enfin, voilà. plus sérieuse. Ça, donc, dans les lectures
posthume de René Vivien, on l'a tout le temps présenté comme une espèce d'être un peu éthéré, triste, opiomane, alcoolique, ce qu'elle était certes, mais ça n'empêche pas d'être drôle. Enfin, je veux dire, on en a fait un personnage désespéré, alors qu'en fait, quand on lit les textes et quand on lit sa correspondance, il est évident qu'il y a un jeu de posture et qu'il y a un jeu d'ironie quasiment constant dans son œuvre. Donc voilà, elle a une posture vis-à-vis du féminisme qui est quand même émergent, hein, entre 1900 et 1915, on est quand même déjà dans des enjeux intéressants. C'est très visible. Très visibles, dans lesquels elles ne s'inscrivent pas, pour le coup. René Vivien collabore un peu à la Fronde, mais elle y publie vraiment rarement, et elle y publie des poèmes, elle y publie pas d'essais ou de... Voilà, donc elle est très au fait... Engagé, quoi. Non, elle publie pas de texte engagé. Elle est très au fait, en revanche, de ce qui se dit à ce moment-là, notamment sur la question de la maternité, du mariage, de la prostitution, avec aussi tous les travers que les discours ont à l'époque, hein, qui sont des discours assez essentialisants par moment, et puis notamment sur la prostitution, des discours extrêmement... C'est très abolitionniste pendant très longtemps. Très abolitionniste, donc elle-même l'est, plutôt. Elle s'exprime pas vraiment ouvertement sur la question, mais il y a dans ces textes aussi tout un ensemble de questions qui vont aller plutôt du côté de la réaction. Déjà parce qu'elle s'inscrit quand même dans l'esthétique décadente qui est quand même plutôt du côté de la réaction et du conservatisme. Mais c'est pas seulement... elle l'épouse pas seulement pour l'esthétique, il y a aussi quand même chez elle un ensemble d'enjeux de repli qui sont aussi... qu'il faudrait pas présenter uniquement comme un repli féministe ou un repli lesbien sur un entre-soi protecteur. Il y a aussi un repli qui est celui du rejet du populaire et de la foule. Elle fait pas un safe space, quoi. Non. C'est pas ça qui est en train de se passer. Non, mais je te traduis vraiment... non, mais tu fais bien. Contemporain, c'est pas ça, non, mais c'est un entre-soi bourgeois, quoi. Il y a aussi, oui, il y a tout à fait cette question de l'entre-soi bourgeois et il y a pas longtemps... Sur les safe space, d'ailleurs, tu oui, vois. qui est une autre question qu'il faudrait aborder plus largement sur le safe et les safe space. Mais chez René Vivien, il y a quand même cette idée, le repli n'est pas qu'une protection vis-à-vis de la violence masculine, c'est aussi un repli vis-à-vis de tout ce qui est populaire. On le voit beaucoup dans la représentation de... Alors justement, parce qu'elle-même était alcoolique, on le voit beaucoup dans la représentation de la consommation d'alcool dans ses récits, par exemple, où il y a une consommation d'alcool très... faire revivre l'antique, le nectar, le machin... Et puis il y a quand même toute cette représentation de l'ivrognerie populaire qui est quand même... pour le coup très stigmatisante et qu'on connaît tout au long du 19e et qu'elle reprend à son compte. Ouais, c'est l'assommoir sans... Oui, pour le coup, les ivrognes... c'est la même maladie, sont... Ouais, c'est la même maladie, mais c'est pas les mêmes... Mais il y a une représentation de classe, quoi. Oui, t'as une représentation qui est acceptable et de la consommation très bacchanale, voilà. Mais elle serait pas capable de s'identifier de voir un destin commun, quoi. Je pense pas, alors je vais pas poser la question, mais en tout cas, il est clairement... Il est pas présent dans les... Soit je les connais pas très bien, hein, tu es comme sur des périodes qui ne sont pas encore les miennes. Mais tu vas y venir. Je cours derrière en disant « Oh, laissez bien, merci de me laisser le passage de relais, tout ça. » Hop, le petit buffet, là, le stand avec l'eau pour ma petite course. Enfin, ma course, là, je suis encore derrière. Bon, bah, ça, c'est quand même des questions qui sont vraiment essentielles. Et puis, cet entre-soi, qui est bourgeois, il faut le dire, qui est lesbien, mais probablement aussi en dehors de cet entre-soi, des femmes qui ont eu des pratiques lesbiennes, mais qui ne pouvaient pas s'identifier comme lesbiennes de cette façon-là, oui. ou dans ce mode de vie, ou même dans la possibilité d'avoir de refuser le mariage, par exemple, et la maternité qui vont avec. Bien sûr. Elles ont eu des libertés inouïes pour leur époque. Bien sûr, et c'est ce qui contribue aussi à avoir cette lecture un petit peu fantasmée du Paris Lesbos de la Belle Époque, qui en fait concernait très peu de femmes. Cette liberté-là concernait très peu de femmes, qui étaient très visibles, alors René Vivien un peu moins, mais Nathalie Bernet très visible, qui ont concouru à faire penser une espèce de liberté qui est quand même largement fantasmée. Hein. On est quand même sur une liberté très très restreinte. Paris, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, sans compter aussi le fait qu'on est encore dans une période très misogyne et lesbophobe, dans laquelle la représentation du lesbianisme, c'est aussi les devantures des bordels. C'est pas juste... non, c'est pas des femmes entre elles qui se non, l'acceptation de la pratique entre femmes. Et Nicole Albert en parle très bien dans sa thèse. Les représentations du lesbianisme sont quasiment toujours rattrapées par la présence de l'œil masculin ou par la présence masculine en tout cas. Et de façon assez frappante dans les nouvelles de la Dame à la Louve, alors là je sais même plus si tu mentionnes dans ton chapitre, je crois pas, mais justement le regard masculin est puni.
Oui, bah, pour le coup, ça, chez René Vivien, ça revient assez souvent. La question de la profanation par le regard masculin revient dans La Dame à la Louve, il revient dans une nouvelle sur Vashti. Donc c'est une figure qu'elle récupère dans le livre d'Esther, qui est la première femme du roi Assuérus, qui, avec ses courtisans ivres, ordonne à Vashti de se présenter, alors que les dîners masculins et féminins sont séparés. Et donc Vashti refuse de se plier à cet ordre-là, est répudiée, et s'en va en exil, et dit qu'elle préfère l'exil à la profanation du regard masculin. Donc René Vivien récupère cette figure-là, elle la récupère aussi en plein d'endroits en fait. Il y a cette idée de la profanation du regard masculin, donc elle est vraiment imprégnée de tout ce qu'elle sait des représentations des femmes et des lesbiennes à cette époque-là, et elle va, elle, au contraire, punir la plupart du temps le regard masculin, et puis surtout retourner ce stigmate qui pèse beaucoup sur les femmes au XIXe siècle, qui est celui qui pèse encore sur les femmes d'ailleurs, du rangement femme fatale, vierge et putain, quoi, en gros. Oui, le moment et le putain. Qu'elle va retourner, elle, en appelant les hommes bourreaux ou parasites, qui est l'équivalent qu'elle fait masculin de cet archétype-là, ce double archétype-là. Et elle va s'amuser beaucoup à objectifier les hommes, ça la fait beaucoup rire. C'est une posture qu'elle qualifie elle-même d'ailleurs de posture politique littéraire, hein. C'est pas une... Voilà, elle le dit, c'est un jeu, ça l'amuse beaucoup, elle le dit, mais dans Une femme m'a paru, alors c'est pas elle qui le dit, mais c'est au travers d'un personnage qui est quand même un peu son double, qui va dire les hommes sont des adversaires politiques que je me plais à injurier pour les besoins de la cause. Au-delà de la bataille des idées, ils me sont indifférents, en gros. Voilà. Boum. Donc c'est assez... Donc voilà, il y a quand même une portée extrêmement transgressive, oui, avec ses limites dans le combat social qui, pour le coup, ne les concerne pas. Et sans naïveté sur la portée performative de ces textes. Oui, bien sûr. Mais alors là-dessus, elle est parfaitement claire, en plus. Dans sa correspondance, c'est très clair. Que c'est une portée performative qui l'amuse en plus, quoi. Ça l'amuse beaucoup et elle peut se permettre cette provocation. Alors, qu'elle va payer cher quand même, hein. Il faut pas penser que parce qu'elle est dans une situation sociale avantagée ou avantageuse, elle ne le paye pas. Elle le paye très cher quand même, hein, mais elle le paye moins cher que l'aurait payé une ouvrière ou une... Elle le paye pas financièrement, elle le paye pas de sa vie, elle le paye... autrement, elle le paye cher quand même, mais bien sûr, déjà elle peut se le permettre. Voilà, la différence est là. Non, et puis peut-être qu'elle pouvait pas faire autrement. D'elle-même, de ce qu'elle était elle. Que d'écrire ça ? Ouais. Mais ça, c'est des questions auxquelles on peut pas répondre, évidemment, on peut pas. C'est assez intéressant parce que dès ces textes de jeunesse, qui sont très naïfs, très imprégnés de ses lectures de Victor Hugo, etc., elle parle déjà d'écrire un grand essai, mais pour le coup, elle a vraiment une volonté politique d'écrire un grand essai sur la femme. Alors, elle dit la femme, hein, mais non, c'est normal, elle a 15-16 ans, puis c'est l'époque. Et c'est vachement intéressant de voir qu'elle a déjà cette volonté d'écrire sur sa faute, d'écrire sur les femmes, etc. Donc il y a quand même une volonté très ancienne chez elle de faire valoir la parole des femmes, quoi. Ouais, mais avec quelque chose qui finalement se replie par peut-être prise de conscience d'une certaine forme d'impuissance, tu vois, face à la société, et qui se désolidarise du reste des femmes finalement. Oui, il y a une... Mais c'est même pas... Je suis même pas sûre que ce soit une désolidarisation, parce que je suis pas sûre qu'il y ait une solidarisation à un moment. Elle est solidaire d'un certain nombre de femmes. Elle parle beaucoup des femmes en général, mais elle a pas de perception spécialement de sa propre position. Enfin, c'est un truc... Parce que là, c'est vraiment une grande question. Pourquoi attendre globalement les années, on va dire, j'allais dire 60, mais c'est 70, pour commencer à avoir une vraie coopération, ce serait quand même déjà aussi très optimiste, mais de véritables liens entre féminisme et lesbianisme, visibles. Je pense que c'est quelque chose qui est impensé pour le lesbianisme, alors pas impensé, mais indicible. Pendant assez longtemps, au moins première moitié 19e, pour ces raisons d'anachronisme qu'on a évoquées, et qui en plus en fait est trop coûteux. C'est trop coûteux d'être féministe, c'est trop coûteux d'être lesbienne, alors les deux. Tu vois, non mais je pense qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là, mais là on est vraiment du côté des hypothèses où j'ai pas de réponse à ça. Oui, non mais bien sûr. Mais qui est une de mes grandes questions, pourquoi les Saint-Simoniennes n'ont pas d'ébauche de choses lesbiennes, d'amitié, de refus des hommes ou quoi. Alors c'est lié aussi à ce poids fourriériste et saint-simonien de l'être social, c'est l'homme plus la femme. Donc faut, voilà, vous savez dire hétérosexualité, complémentarité obligatoire,
et même finalement, elles inventent le mariage amoureux, hein, d'une certaine façon. Alors, il existe avant, mais enfin, ils disent que le mariage doit être amoureux, libre, et donc le divorce et tout ça. Mais elles n'inventent pas la vie de femme. Elles inventent une vie dans la féminité telle qu'elle est pensée à cette période-là, qui soit un peu plus heureuse. Alors qu'il y avait des bonnes sœurs, il y avait des femmes célibataires longtemps, il y avait tout ça, mais c'est pas des modèles. Voilà, c'est pas ce qui est pris en modèle. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des grands mystères. Pourquoi ça, c'est pris en modèle et pas d'autres choses? Mais j'ai pas fini de répondre à ces questions-là. Mais tu vois, c'est. Ah, c'est infini, ça que je te demande aussi sur ça. Ben, comme tu disais, il y a des choses qui sont reprises et d'autres qui ne le sont pas. Et le pourquoi ce n'est pas repris, c'est probablement là qu'est la question la plus intéressante, la plus insoluble. Bah oui. Et finalement, Nathalie Clifford Barney reste aussi une figure structurante encore après la Première Guerre mondiale. Oui. Expliques-tu dans ce deuxième chapitre, ça c'est déjà quand même aussi incroyable, cette longévité qu'elle a dans le siècle. Bah oui, voilà. Nathalie Barney meurt dans les années 70. Donc en fait, elle traverse vraiment une énorme partie du XXe siècle. Hein. Pendant le MLF, quoi. Oui, non mais vraiment. Hein. Bon, après, elle était très âgée à ce moment-là, évidemment. Mais dans l'entre-deux-guerres, elle est presque d'autant plus importante que pendant la période précédente. Puisque là, en plus, va se jouer toute une présence américaine à Paris dans laquelle elle va avoir un rôle évidemment important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans cette période de l'entre-deux-guerres, elle a à la fois un rôle fondateur et par moments un peu une image repoussoire pour certaines, parce qu'elle représente une forme de féminité belle époque, qui n'est plus du tout la mode de l'entre-deux-guerres, qui va ériger la mode de la garçonne, etc. Donc globalement, on va opposer le saphisme à la garçonne. C'est ça, en gros. L'imaginaire de la belle époque, c'est quand même celui d'une hyper-féminité. Aussi d'ailleurs dans ce lien avec l'Antiquité, hein, il y a tout cet appel à la mode antique, qui n'y a plus du tout dans l'entre-deux-guerres. Et donc à ce moment-là, mais elle et René Vivien a fortiori, vont servir aussi un peu d'image sur laquelle on va... Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a intertextualité aussi dans le rejet, c'est pas que de la filiation, quoi. Donc c'est intéressant parce il faut tuer la mère, hein. Ben oui. On crée autre chose et en même temps elle continue d'être absolument centrale et en même temps voilà, mais surtout René Vivien en fait, parce que René Vivien a eu le gros travers de mourir en 1909 et donc aussi de servir de tête pour la condamnation du lesbianisme en disant mais regardez, voilà ce qu'il arrive, ce qu'on trouve dans beaucoup de... alors qu'on trouve pas aussi clairement mais qu'on trouve beaucoup dans les critiques de l'entre-deux-guerres, hein. C'est là où on va forger l'image de René Vivien désespéré, beaucoup, qui va donc servir aussi de repoussoir pour certaines, parce que on n'a pas envie d'avoir cette image-là. Et en même temps, on la retrouve partout. René Vivien est cité chez Mireille Havet comme une espèce de référence qui permet de savoir qui est lesbienne ou pas. Donc elle est là aussi comme manière de repousser une mode dont on ne veut plus forcément, et puis un destin dont on ne veut pas surtout. Mais donc il y a déjà intertextualité qui se crée à ce moment-là, il y a déjà une question de génération. Ce qui est intéressant, c'est que cette question-là de filiation, elle va être largement coupée après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, mes collègues en parleront mieux que moi. Mais à ce moment-là... J'arrête mon projet de postdoc, il s'arrête à 39. Ah oui, mais c'est... Concrètement, c'est une coquetterie pour avoir Madeleine Pelletier, alors que Christine Barr arrête ses projets en 40. Mais enfin, Pelletier, elle est morte en décembre 39. Hein, donc oui. Bon. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait souvent avec Aurore. Hein, c'est quelque chose qu'on cite souvent, mais Wittig elle-même dit qu'il n'y a pas de texte lesbien avant Djuna Barnes. Je voulais commencer comme ça d'ailleurs et je l'ai oublié. Bah non, mais c'est quand même voilà. Mais je te l'ai presque fait, donc ça va. Mais oui, non, mais en plus c'est quand même quelque chose de fascinant. C'est qu'il y a l'histoire, elle est rompue quand même à un endroit. Mais elle cite même René Vivien avec rejet. Enfin, elle la rejette. Wittig. Ah, je n'ai pas connaissance qu'elle la cite. Elle la cite pas dans la pensée, soit je regarderai, je crois pas. Ça. Parce que vraiment, en tout cas, le discours majoritaire, c'est de dire Wittig n'avait pas connaissance. Il y a un truc très... On vérifiera. Là, je me suis probablement trop avancée, mais on reprendra ça. Et puis si j'ai la réponse, je la mettrai en commentaire. Ouais, non, mais moi, j'en ai pas connaissance. Je crois pas que ce soit le cas, mais peut-être que je me trompe. Ah non, c'est Colette qu'elle cite. Ah oui, ça oui. Mais non, mais rien à voir. Non, c'est moi qui me plante. Ça oui, Colette, elle est présente parce que, bon, pour le coup, en plus, elle est érigée très vite en figure majeure. Donc, et puis, comme figure
alors qu'on dirait bisexuelle, mais en fait elle-même, c'était pas du tout la même définition qu'on a donnée plus tard à la bisexualité. Donc en plus, elle a une position particulière là-dedans, qu'ont aussi plein d'autres femmes, hein, d'ailleurs, parce que on le redit, hein, les écrits lesbiens ne sont pas que portés par des femmes lesbiennes ou qui se présentent comme telles. Donc c'est intéressant parce que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais dans l'entre-deux-guerres, on a vraiment cette omniprésence de Nathalie Barnet, qui continue à recevoir. Colette est encore là. Donc il y a vraiment les figures de l'avant-première guerre mondiale qui sont encore tout à fait présentes. Mais se crée quand même en parallèle une autre génération, ou en tout cas un autre milieu, qui cohabite avec celui-là et qui se connaît, hein, d'ailleurs. Donc au travers de Radcliffe Hall, beaucoup, parce que, alors pour le coup, elle publie pas en français, mais elle habite à Paris, donc elle a un rôle important à ce moment-là, de Djuna Barnes, qui est à Paris aussi, et puis surtout vraiment dans l'implantation topographique de lieux, donc le salon de Nathalie Barnet, mais aussi les 2 librairies d'Adrienne Monnier et Sylvia Beach, qui jouent quand même un rôle extrêmement important dans l'Odéon de l'entre-deux-guerres, donc qui sont un couple, hein, les deux, qui ont 2 librairies face à face. C'est tellement beau. Ouais. Et Adrienne Monnier écrit des très beaux poèmes où elle regarde Sylvia Beach être en face, et c'est très joli. Donc il se joue une nouvelle implantation et une nouvelle esthétique qu'on trouve surtout. Et moi, vraiment l'autrice qui me bouleverse à ce moment-là, c'est Mireille Yavet, parce que déjà on n'est plus sur le même milieu social du tout. Alors elle vient pas non plus d'un milieu absolument défavorisé, mais ça n'a rien à voir avec Nathalie Barnet. Elle a une posture qui est plutôt celle d'une garçonne, et puis elle écrit cette œuvre monumentale qui est publiée bien plus tard, hein, donc son journal. C'est tout le problème aussi qu'on a quand on travaille sur ces périodes, c'est qu'est-ce qui fait réception ou pas au moment où on travaille dessus. Le journal de Mireille Yavet, il a été publié très récemment. À l'époque, elle n'a publié que Carnaval, qui est un livre dans lequel l'histoire d'amour est hétérosexuelle, mais fait écho à une histoire lesbienne, dans lequel, là, pour le coup, les codes jouent beaucoup, et notamment la présence de René Vivien, comme dans la bibliothèque de la Mante, où il y a, je crois, Oscar Wilde, René Vivien, et voilà. Mais c'est vraiment par code, comme ça, qu'on retrouve les enjeux cachés. Et donc, qui est-ce que je n'ai pas cité d'autres, je ne sais plus. Et si Claude Carin, évidemment, à la fin du siècle, et Lucie de la Rue-Mardrus, qui continue à produire aussi. Donc là, certains noms reviennent d'avant, d'autres émergent à ce moment-là, dans une esthétique qui est complètement différente quand même. C'est ça qui est... En plus, on rentre vraiment dans le modernisme, on est vraiment dans autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que les 2 périodes sont séparées et que c'est intéressant, parce qu'il y a des filiations, il y a des coupures, et il se joue quand même un nœud avant la Deuxième Guerre mondiale qui se défait complètement derrière, quoi. Et Sappho est à peu près oubliée à ce moment-là. Enfin, pas oubliée, mais elle passe plus à l'arrière-plan, j'ai l'impression. Elle passe plus à l'arrière-plan, pardon. Déjà parce que on sort de cette lecture antiquisante qui est celle de la première moitié du siècle, enfin, de la première partie du siècle. Et qui est très René Vivien. Et on la trouve... Alors, on trouve par exemple une Sappho chez Claude Carin, mais où on est déjà dans une posture où il y a une prise de conscience du caractère un peu poncif que peut avoir Sappho. Où Claude Carin s'en amuse un peu quand même de Sappho dans Héroïne. C'est assez... Voilà. Mais de même qu'elle écrit aussi sur l'androgyne, qui est le personnage omniprésent du 19e et de la Belle Époque, de la même manière avec une posture un peu plus distanciée, comme... Il y a déjà un traitement qui est celui de je sais que je parle d'une figure qui est poncive, et je m'en amuse, quoi. Sappho est quand même présente, mais beaucoup, beaucoup moins que dans la première moitié, enfin dans la première partie du siècle. Oui, ça se joue, ça se transforme. C'est-à-dire que finalement, les jeux de masques de Vivien sont eux-mêmes un peu ringardisés, quoi. Et eux-mêmes mis à distance. Bah oui, tout à fait. Et puis on n'est plus du tout dans la même société, en plus, par ailleurs. Enfin, la société de l'après-première guerre mondiale n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Donc, on est dans d'autres enjeux, on est dans d'autres modes, on est dans d'autres références littéraires aussi, dans d'autres esthétiques. Donc, Sappho passe un peu au second plan à ce moment-là. Elle revient après, hein, mais... Elle revient, elle repart. C'est ce que dit Oscar Wilde, c'est l'écho d'un écho, Sappho. C'est très beau, l'écho d'un écho. Ouais. C'est vraiment très très beau. Et peut-être qu'on peut revenir sur des questions un peu sur
l'écriture, parce que là, bon, ces 2 chapitres, bon, tu les as globalement résumés, il y a plein de détails qu'on va retrouver en lisant le bouquin, et en particulier tes chapitres, puisque c'est un petit sachet. Et donc j'invite bien sûr à lire, Écrire à l'encre violette, qui moi, me semble un livre très très important, et qui me semble important, bien sûr, pour l'histoire du lesbianisme ou du féminisme, alors, pour comprendre pourquoi c'est pas du féminisme, surtout à ce moment-là, mais qui est important pour l'histoire littéraire. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et pour comprendre aussi ce qu'est l'histoire littéraire et comment on la construit, avec cette question qu'on abordait un peu tout à l'heure en off, toutes les deux, qui est, mais finalement, mais qu'avez-vous fait? Est-ce un essai? Est-ce de la vulgarisation? Est-ce autre chose? Est-ce une étude universitaire? Enfin, et il y a quelque chose que je trouve assez hybride, c'est des questions que je me suis beaucoup posées, que je me pose encore, et qui me... Voilà, et j'ai l'impression que vous êtes à la croisée de plusieurs choses, ça me semble important. En tout cas, comment vous êtes positionnés collectivement, comment as-tu vu les choses, comment, quand tu as écrit ces chapitres, à quoi as-tu fait attention, quels sont peut-être tes regrets, ou les choses dont tu es contente, parce que tu peux être contente, c'est très bien. Tu vois, non mais... Voilà. Je te lance ça de façon un peu large, mais c'est des questions qui sont vraiment importantes quand on parle aussi en tant que théoricienne. Bah oui, bien sûr. Et je pense qu'en plus, pour le coup, c'est des questions qui, même entre nous, ne donnent pas lieu aux mêmes réponses. Exactement. Je pense que chacune a porté son chapitre avec sa propre volonté d'accessibilité, ou en tout cas, on n'a pas forcément la même définition de ce que c'est que l'accessibilité. Et je le disais tout à l'heure, on a chacune écrit nos chapitres en toute liberté. C'est pour ça qu'il y a une grande diversité aussi d'écriture et de ton dans le livre. Donc je réponds pour moi en fait. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça. Et pas pour le livre en général. Mais c'est pour ça que ça va être une série. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites collectivement, voilà, ça ne nécessite pas à revenir dessus. Mais c'est pour ça qu'en fait, vraiment, ça fait pas loin d'1 an que j'ai envie de parler d'Écrire à l'encre violette. Alors moi, il m'a fait le temps de le lire parce qu'en plus, on sait que je m'endors sur les bouquins. Moi aussi, ça c'est normal. Bien, puis il est quand même un peu épais. C'est quand même un... Oui, bon, d'ailleurs, on va le montrer. Alors, dans les trucs que j'aime bien dire en termes de matériel, facile à lire dans le métro, j'ai pris plein de notes dedans, enfin, il y a plein de choses... Et on peut le lire par morceaux, on peut lire juste le chapitre qui intéresse. Il a un poids, tu vois, il y a des livres, des fois, ils ont l'air comme ça, tranquilles, et en fait, ils sont super lourds. Oui, celui-là, il est plutôt léger. Lui est plutôt léger, et c'est vraiment point positif. C'est pas mal. Et la tranche s'ouvre bien. Ouais, non, mais c'est vraiment des points, enfin, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Et c'est très lisible, hop, je fais une démonstration avec ma petite névralgie, même si en ce moment elle est calme, très lisible dans le métro. Voilà. Donc ça, c'est des éléments super importants sur ça. Et puis je savais pas comment en parler, je voulais en parler seule, mais ça me paraissait trop énorme pour moi. J'avais proposé à Aurore, mais en fait Aurore, ça n'a pas été simple. Un jour je lui ai dit mais on va le faire en série, elle m'a dit mais oui c'est le mérite des idées quoi. Bien sûr. Et comme ça, on va le faire Aurore elle est au cœur du livre, mais du coup elle porte quand même beaucoup la représentation du livre, et c'est vrai que ça permet... Ouais bien sûr, et puis ça permet de revenir vraiment sur chacune nos pratiques et nos écritures qui sont pas les mêmes, et je pense que ça se ressent à la lecture par ailleurs. Et donc moi ma vision déjà dans les choses communes, il y avait cette introduction qu'on a écrit en commun, il y avait le fait ne serait-ce que de se situer dans l'introduction en tant que chercheur, chercheuse, bi, lesbienne, gay, trans, peu importe, enfin se représenter, dire d'où on parle, ça c'était quand même important. Et puis dans l'accessibilité, on avait envie de faire un texte qui soit à la fois valorisable à l'université, c'est-à-dire qu'il soit utilisable par les étudiants. Parce que déjà, il n'y a alors, et puis valorisable, c'est aussi personnellement, il n'y a aucun de vous qui est en poste fixe. Aucun de nous qui est, effectivement. Et ça, c'était important. Je veux dire, quand on s'est réunis, il y avait cette volonté quand même d'être dans une horizontalité aussi, quoi. Et qui, je pense, est liée à votre position de plus tout à fait étudiant, enfin, ou plus étudiant, hein, enfin, tu n'es plus étudiante, mais déjà enseignante, parce que c'est ce qu'on fait quand on a un contrat doc, sur les années de post-doc, etc. Mais pas en poste fixe. Et je pense que c'est aussi pour ça que, tu vois, que c'est pas qu'un handicap à l'écriture, qu'un obstacle ou une difficulté, mais que c'est aussi quelque chose qui vous a permis d'avoir ce truc à la croisée. Ah oui, bien sûr. La parole, mais non, mais tu fais très bien parce que tu ajoutes des choses intéressantes. Donc ça va, tu dirais des trucs à la con. Mais non, c'est insupportable. Faut que j'arrive à maîtriser ça, mais c'est un problème. Il se trouve que plusieurs d'entre nous, et je pense à fortiori Aurore, parce que comme elle travaille vraiment sur le sujet du féminisme, elle a des étudiantes qui vont beaucoup la voir et qui sont en demande de bibliographie. Moi, c'était moins le cas parce que quand j'enseignais, pour le coup, c'était beaucoup sur des sujets qui n'avaient pas forcément attrait à ces questions. Donc il y avait une vraie demande de est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir une connaissance de base quand même sur
sur cette chose-là, cette nébuleuse de littérature lesbienne. Et on n'avait pas forcément de quoi leur répondre. Il y a des textes américains, beaucoup, et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'anthologies, il y a des articles ponctuels, etc. Notre idée, c'était de faire un endroit qui soit utilisable par les étudiants, d'où le fait qu'il y ait une grosse bibliographie. Ouais, très précieux. C'est extrêmement important, la bibliographie. Ça permet quand même de pouvoir mobiliser les ouvrages derrière. Et en même temps, on voulait aussi faire un ouvrage qui soit accessible pour des gens non spécialistes. Donc c'était tout l'enjeu de voguer un peu entre les deux. Alors je ne sais pas si c'est absolument réussi, parce que je ne sais pas si c'est absolument possible de réussir cet enjeu-là. En tout cas, on essaye. Ouais. Y a des endroits... Moi j'ai une vision, en tout cas, qui est la mienne là-dessus, c'est d'écrire sensiblement le même fond, parce que j'ai pas envie de simplifier ou de réduire la portée des idées, mais de les écrire les plus lisiblement et faciles possible. Voilà. Oui, ça c'est très important chez Renan, qui refuse ce qu'on appelle, nous, la vulgarisation. Parce qu'il y a d'autres noms au XIXe siècle, quand il écrit L'avenir de la science, autour de 48. Mais parce qu'en fait, moi je suis vraiment d'accord avec ça, je suis assez scientiste, je suis renanienne. Faire descendre, c'est terrible comme aveu. Je vois ça, t'as dû le dire en regardant le sol. Mais écoute pas. Mais non, mais il y a quelque chose où... tu vois, la science, on peut rigoler, on peut faire des blagues, on peut machin, mais on va pas baisser l'exigence. Ouais, c'est ça. Et c'est pas rendre service de baisser l'exigence, ça rend service à personne, ça rend certainement pas service à la science, ça rend pas service au public, aux gens qui vont écouter. Et il faut montrer que c'est difficile et pourquoi c'est difficile, et donc poser ces questions de, par exemple, pourquoi une littérature lesbienne, qu'est-ce que ça veut dire dans l'introduction, donc accessible en ligne. Je vous la mettrai, je voulais te préciser d'ailleurs qu'il y a aussi une accessibilité un peu moins là, mais quand même là, 21€. Mais par rapport à l'université, c'est pas cher. Ouais, on aurait aimé que ce soit moins, mais bon. Non, mais problème étant que. Il y a quand même des choses qu'on dit. non, mais bien sûr. Moi, je dis les prix de ce que ça coûte, c'est cher, c'est pas cher. Sachant quand même qu'il faut préciser que, outre le fait que l'introduction est disponible en ligne, s'il y a un seul chapitre qui intéresse, vous avez la possibilité d'acheter une partie du livre sur Cairn à 5€, je crois. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser. Je vais mettre tous les liens possibles. Vous avez fait des podcasts, des choses comme ça. Pas forcément podcast d'ailleurs. Aurore en a fait. Ouais. Mais je vais essayer de mettre des liens que je reproduirai à chaque vidéo de la série quand même pour... Ouais, voilà. En tout cas, voilà, il y a cette possibilité d'accéder qu'à certains chapitres. Et 1 an de publication, c'est-à-dire que ça commence à être en bibliothèque. C'est ça, normalement. On espère. Je pense que vous avez le droit de le demander à votre bibliothèque. Et donc, toi, ton positionnement, donc voilà. Voilà, en gros... les exigences accessibles dans la rédaction. Mais en même temps, je dirais que ça me... Parce qu'en fait, je vois même dans ma thèse, alors il y a des choses qui sont extrêmement complexes parce que je fais beaucoup de microtextuels et que je travaille sur l'intertextualité, donc c'est surtout qu'à un moment ça tombe des mains. Comme sujet. Voilà, c'est technique. Mais déjà, moi, j'ai pas une pratique qui est, je crois, celle de quelqu'un de jargonneux ou de conceptuel. J'aime bien que les choses soient claires et j'aime bien que les choses soient... Enfin, conceptuel, oui, mais je veux dire, j'essaie de rester de toute façon. J'ai l'impression que on écrit moins jargonneux qu'avant. Oui. Et de toute façon. J'allais venir à ça. Moi, ça fait quelques années que je me dis, on est quand même sur une époque moins jargonneuse, moins théoricienne, qui se pose quand même des vraies questions de ce qu'est la poétique, des choses comme ça, mais qui a un gros souci de l'accessibilité des textes. Alors ça veut pas dire que les textes sont accessibles aux malvoyants, par exemple, ça, il y a des choses à reprendre, et à améliorer probablement, mais qui, dans la rédaction, apporte quand même un soin, ou dévalorise en tout cas, au moins dans les discours que j'entends, comme ça, en marge des colloques, des amitiés, tout ça, qui refuse le texte où on va se sentir bête en le lisant. Bah oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Mais ça, c'est un truc qui, à mon avis, est vraiment contemporain, tu vois, d'arrêter de se la péter en faisant des textes volontairement compliqués. Mais c'est salvateur, en plus qu'on soit spécialiste ou pas, parce que moi, je veux dire, j'ai les années de pratique que j'ai derrière, mais il m'arrive encore très souvent de lire des textes en disant, mais... Ça raconte quoi ? Ça me saoule, quoi. Je suis obligée de relire 15 fois la phrase pour comprendre ce que ça dit, ce que ça veut dire. Même pour nous, c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, c'est agréable pour personne. Donc voilà, moi, tout l'enjeu, c'était de rendre des idées complexes accessibles au maximum. Et là-dessus, il faut aussi quand même saluer le travail d'Anne-Laure. En tout cas, sur mes chapitres, elle m'a beaucoup corrigée sur les endroits où il y avait des... parce que bon, il y a quand même des vieux tics universitaires qui restent, de changer... un certain nombre de termes trop techniques pour des définitions plus simples ou de les définir. Voilà, donc ça a été aussi beaucoup du travail éditorial derrière, de lisser tout ça pour en faire quelque chose qui soit accessible, lisible, compréhensible, mais complexe quand même, qui prenne pas le lecteur pour un idiot, quoi.
parce que c'est pas l'intérêt, puis en plus, bon, c'est quand même un ouvrage qui se veut théorique, donc il fallait quand même rester dans un endroit de réflexion intéressant, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que vous apportez quand même quelque chose, oui, de l'ordre d'une réelle compréhension large, historique, sur quand même un siècle et demi, quoi. Parlons d'un siècle et demi, d'un objet littéraire très difficile à identifier, notamment parce qu'il navigue entre identité pratique et politique. Bah oui, bien sûr. Et on le voit à chaque fois qu'on fait une présentation de l'ouvrage, ou en tout cas qu'on parle avec, par exemple, des gens qui se sont déjà interrogés sur la question, que personne n'est d'accord. Et la dernière fois qu'on a fait une conférence avec Aurore, on a eu cette discussion de quelqu'un qui nous disait précisément, mais pour moi, on ne peut pas se passer de l'enjeu thématique, par exemple. Oui. Voilà. Et du coup, il faut inclure toute la littérature masculine sur les lesbiennes, mais à l'inverse, un texte sans le thématique... ça pose des questions et bah, moi je suis pas d'accord avec cette lecture par exemple, mais il est vrai par exemple qu'à ma période c'est plus vrai qu'à la période d'Aurore, où on va théoriser la posture lesbienne politiquement davantage et où le cadre thématique va devenir moins essentiel qu'en 1900 où bah, déjà on n'a pas forcément de connaissances aussi amples sur les autrices. Et où en plus, parfois, on se satisfait de ce qu'on trouve. donc voilà. Et cette question de la catégorie, de toute façon, elle est insoluble. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant de catégoriser la littérature lesbienne, c'est ça. Non, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut chercher un peu ce qui en est, ce qui en est pas. Moi, je commence à avoir un peu épuisé mes questions. Mm-hmm. Mais peut-être y a-t-il des choses dont je n'ai pas pensé à parler et qui... Écoute, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on a quand même fait un panorama assez large. Et en plus, on ouvre une série. Alors, à un moment, je me disais, est-ce qu'on va faire une vidéo par chapitre? Je me suis dit, un peu too much. Ouais, un peu long. Sinon, il n'y a même plus besoin de lire le livre après. Oui, non, mais c'est vraiment un livre qui est super parce que, oui, il est très accessible, il est quand même. Il est très mesuré. C'est-à-dire dans les propos, enfin, je veux dire, il est très précis. Tu vois, donc votre exigence. Je pense que vous l'avez vraiment rempli. Après, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de littérature lesbienne, mais à ce niveau-là, j'ai vraiment été très satisfaite pour, d'ailleurs à tous les niveaux, pour tout ce qui est de l'ordre de la... voilà, de ces questions de théorisation. Alors, peut-être que vous posez plus de questions que vous n'apportez de réponses, mais je pense que la vie est ainsi faite. Ça, c'est certain. Après, bon, est-ce qu'il y a forcément obligation de poser des réponses? Moi, j'en suis pas persuadée. Je pense que les questions, c'est assez riche. Et puis... Je suis vraiment d'accord avec ça, mais bon, voilà, je le préviens, ça peut être compliqué. J'ai beaucoup aimé dans tes chapitres, là, je les ai relus ce matin, comme je te le disais, avant que la digestion me rattrape. Mais que, voilà, en fait, c'est que vous êtes très réflexif. C'est-à-dire que ce questionnement sur qu'est-ce que c'est et comment finalement ce questionnement sur qui on est, parcourt lui-même la littérature, et que c'est peut-être aussi une littérature d'essentiellement de femmes, mais pas de façon essentialiste, mais globalement de femmes. Bon, voilà, c'est presque un accident de l'histoire, ça, mais qui cherchent à savoir qui elles sont et comment elles font communauté, et comment ça se reflète dans des textes. Et ça, c'est à la fois très politique et pas dans tes chapitres perçus comme explicitement politiques. Tu vois, parce qu'on est dans une période où aussi ce qui fait politique n'est pas posé de la même façon qu'aujourd'hui. Bah oui. Et cette réflexivité que tu as dans des chapitres et qui parcourt en plus l'ensemble du livre sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et finalement qui est aussi celle des livres que vous lisez et analysez, elle est absolument passionnante, en plus de ce vaste panorama, de la façon dont vous inscrivez dans une filiation qui est très large, dont vous savez rendre, comme dit Tiffany, à Cléopâtre ce qui est Cléopâtre, et la formule m'amuse beaucoup, c'est-à-dire donc de vous placer vous-même dans ces filiations encadrantes et soutenantes. C'est extrêmement précieux pour tous ces points-là. Et puis c'était essentiel, enfin, parce que moi, je suis pas spécialiste de littérature lesbienne. Donc j'y vais à tâtons, parce que moi je suis spécialiste de René Vivien. Mais de René Vivien à un questionnement sur le groupe, on touche complètement à autre chose. Donc le doute, il fallait qu'il ressorte dans la mesure où c'était le mien aussi, quoi. Ouais, et peut-être, à titre personnel, toi... Ce livre t'a-t-il apporté, et je pense que c'est le cas vu ton postdoc et maintenant ce nouveau poste dont je suis si contente pour toi,
Tu vois, ce passage de l'individuel au groupe est-il passé aussi par cette écriture de l'essai et un travail en groupe? Enfin, est-ce que ça a changé des choses pour toi dans tes pratiques académiques? Ah bah oui, parce que ça a confirmé ce que je voulais faire, à savoir sortir du monographique, mais ça c'était déjà en projet, mais ça m'a permis de poser déjà des jalons. Alors là, je travaille pas sur la littérature lesbienne, hein, dans le cadre de mon projet de recherche, je travaille sur les femmes, dont un certain nombre sont bisexuelles, lesbiennes, ont des aventures lesbiennes ou pas, et ça pose vraiment cette question intéressante de passer de l'individuel au groupe, où est-ce qu'on fait groupe, où est-ce qu'on ne le fait pas, et là en rouvrant en plus à un corpus plus large, à où sont les oppositions, puisque dans mon corpus il y a aussi cet enjeu intéressant d'intégrer des femmes qui pour le coup ne viennent pas du tout du même milieu social, et donc là pour le coup ça pose encore plein d'autres questions de représentation, et confronter ces regards-là, c'est écrire à l'encre violette aussi qui m'a permis de le faire dans un premier temps, en essayant d'établir à la fois des liens et des oppositions entre les œuvres que je pouvais analyser. Donc moi, comme je ne suis pas comparatiste à la base, c'était une grande projection vers... d'où la prudence aussi, parce que c'est toujours compliqué de mettre en valeur un groupe, de mettre en valeur ce qui fait groupe, sans entrer dans une lecture essentialiste de voilà, elles écrivent comme ça. Mais elles font groupe parce qu'elles veulent faire groupe. La question c'est avec qui et comment elles font groupe et Bien comment sûr. ça se traduit dans des textes. Bien sûr, et qu'elles font pas groupe à leur insu surtout, parce que c'est comme ça que c'est perçu beaucoup. C'est très conscient. Et que c'est très conscient, c'est très construit. Et pour moi, c'était hyper intéressant de me lancer déjà dans, voilà, je vais travailler sur un thème qui traverse les œuvres. Comment est-ce que je mets en valeur ce thème sans dire... voilà, c'est un thème lesbien. Non, c'est un thème qu'elle convoque de manière... alors ça peut le devenir derrière quand l'affiliation se crée et que ça devient, avec ce rapport intertextuel, un thème de reconnaissance. Mais comment est-ce que ça se construit à un moment comme des reprises ponctuelles qui font une espèce de socle commun sans que ce soit un truc essentiel ou absolu. Et ça, c'était toute la prudence aussi qu'il fallait... je pense dans cette étude-là, quoi. Mais la prise en compte de l'histoire, des circonstances et de tout ce que ça peut avoir j'allais dire de contingent. Mais, ouais, d'accidenté, tu vois, peut-être pas d'accidentel, mais d'accidenté, de biscornu, de bizarre, d'inattendu, et qui rend nos métiers si passionnants, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, je veux dire, je retombe bêtement sur de l'académisme, mais qu'est-ce que c'est important d'un point de vue militant, personnel, intime, et qu'est-ce que c'est beau alors, au-delà du métier de la profession, de l'appartenance à l'université, à l'ESR, qui a aussi bien des inconvénients, mais qu'est-ce que c'est beau la belle science, et qu'on fait en collectif, et qui avance bien, et qui montre ses profondeurs et ses complexités, et je suis presque envie de dire ses abysses pour revenir au fond sous-marin. Waouh, je peux rien ajouter à ça, c'est beaucoup trop joli. Alors, si ça te va, je te remercie mais vraiment très grandement, Camille, parce que je suis absolument ravie du livre, de tout ça, des vidéos à venir, de la vidéo maintenant. Merci à toi beaucoup pour l'invitation, c'était super chouette de pouvoir discuter ensemble, et j'étais ravie de pouvoir reparler de ce livre que j'ai quitté moi il y a 1 an, donc j'y reviens avec plaisir à chaque fois. Et je te dis à bientôt pour tes autres livres à venir, et déjà là, mais juste c'est moi qui ai du retard. Non, ça va, t'as pas tant de retard que ça. Et pour les abonnés, je vous dis à bientôt.